Oui, donc bonsoir à tout le monde qui sont joints à nous à la séance de ce soir. Donc, merci d'être là. Donc, bienvenue à cette séance d'information concernant les travaux préparatoires dans le secteur du boulevard Laurier. On apprécie beaucoup que vous soyez joints à nous en grand nombre ce soir. Donc, on a une belle programmation pour vous ce soir. Donc, naturellement, on vient vous parler des travaux préparatoires avec tout le détail derrière ça. On en profite également pour vous présenter l'insertion du tramway le long du boulevard Laurier. Donc, à quoi ça va ressembler une fois que le tramway sera en opération. Donc, ça va être la première partie de la présentation, suivie vraiment de la partie des travaux préparatoires. Donc, je me présente pour débuter. Donc, Étienne Morissette, je suis conseiller en communication, relations avec la communauté au service des communications de la Ville de Québec. Et donc, j'ai toute une équipe avec moi ce soir, donc ils vont participer à la présentation. Tout d'abord, Madame Maude Mercier-Larouche qui est avec nous, qui est membre du comité exécutif, présidente du RTC et responsable du dossier du tramway de Québec pour ce qui est de la relation avec les citoyens. Donc, merci d'être avec nous, Madame Mercier-Larouche. Pour la présentation, nous avons également Mme Laurie Laperrière, qui est chef de tronçon, au bureau de projet du tramway de Québec, donc qui est vraiment responsable à haut niveau d'un tronçon précis là, du tracé du tramway qui comprend le boulevard Laurier notamment. Également, nous aurons avec nous M. Charles Deneau-Bissonnette, qui est ingénieur au réseau technique urbain au service de l'ingénierie. Avant de passer à la présentation, j'inviterai Mme Maude Mercier-Larouche à nous dire un petit mot. Merci beaucoup, Étienne. Bonsoir à tous. Grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis très heureuse qu'on vous présente ça ce soir aux résidents, l'insertion des tramways dans le secteur avec les grands travaux préparatoires qui s'en viennent. Ce soir, je suis là pour m'exprimer à vous, mais il y a également deux collègues à moi que je tiens à souligner leur présence. David Weiser, qui est membre du comité exécutif, également conseiller du district du Plateau, et de même que Mme Anne Corriveau, qui est la conseillère du district Pointe-Sainte-Foy et même la présidente de l'arrondissement Sainte-Foy, Cédric Approuge. Donc, ce soir, c'est vraiment une occasion, en fait, de venir répondre à vos interrogations. On sait ce que ça peut faire, des grands travaux comme ça, préparatoires. Est-ce que nos habitudes vont être modifiées? Qu'est-ce qu'on a pensé comme mesures d'atténuation, mesures de mitigation, tout ça? Donc, on se déploie en grande équipe. Étienne pourra vous les nommer tout à l'heure, plus spécialement, qui s'y retrouvent, mais on a des gens du service de transport de la Ville pour parler notamment des enjeux de circulation. On a des gens aussi au niveau de l'aménagement du territoire qui sont là. On a des gens du bureau de projet, évidemment, nos experts du bureau de projet qu'on aime sortir parce qu'ils ont une super belle expertise et ils sont là vraiment pour vous donner des réponses techniques des fois. On le sait que ça peut avoir des inquiétudes ou bien du moins des préoccupations chez vous. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment une occasion pour vous ce soir de venir poser vos questions. D'abord, on vous informe, bien entendu, puis par la suite, c'est là qu'il y aura une période de questions où est-ce qu'on va vouloir venir briser les zones grises, en fait, défaire des mythes aussi qui pourraient subsister toujours. Peut-être que vous avez vu aussi la semaine dernière la vidéo promotionnelle du tramway qu'on a lancée. C'est vraiment extraordinaire. Ça nous permet de se projeter dans l'avenir. On va vous la présenter en tout début de séance, si je ne m'abuse. Donc, vous allez le voir dans le secteur dont il est question ce soir, c'est le secteur du boulevard Laurier. Vous allez voir, la ville se transforme. C'est magnifique ce qu'on voit au niveau de l'aménagement du territoire. Ça donne le goût déjà d'être dans le tramway, je vous dirais, assis, de se projeter en 2028. Et quand on voit des images comme ça devient plus concret. Donc, je crois qu'avec tous les efforts de communication qui sont faits par notre administration pour venir communiquer le projet, pour venir vous entendre aussi et vous consulter parce que tout ça, les démarches de consultation, que ce soit le tramway près de chez vous qui vise à vous informer, que ce soit également les mesures de consultation publique, bien, c'est important pour nous de recueillir votre avis, d'entendre vos préoccupations parce que c'est comme ça qu'on s'ajuste et qu'on fait un projet qui va devenir vôtre ultimement parce que c'est pour vous, les citoyens, qu'on le fait bien naturellement. Alors, je vous souhaite une bonne séance. Moi, ce soir, je suis là davantage en guise d'observatrice. Madame Mercier-Larouche, je crois que votre son a coupé, malheureusement. Oh, pardon, mon Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Seulement les dernières 30 secondes.
On a Parfait. perdu le son. Ben, super, je disais, merci, c'est bien de me le signifier. Je vous disais que simplement que la tribune était à vous, chers citoyens, pour venir justement poser vos questions ce soir. Moi, je serai là à titre d'observatrice. Donc, tous les experts sont là pour répondre à vos interrogations. Donc, je vous souhaite une bonne séance. Merci. Donc, merci beaucoup, Madame Mercier-Larouche. Donc, ça introduit bien vraiment notre sujet d'aujourd'hui. On va aller regarder là, rapidement le contenu de la présentation. Si on regarde ici, on va d'abord faire une partie de l'introduction du tramway près de chez vous qui parle de l'insertion. Donc, on va vraiment présenter les aménagements du tramway, la mobilité, comment on circule autour du tramway. On va également s'attarder au pôle d'échange de Sainte-Foy qui est vraiment central là, dans le secteur du boulevard Laurier. On va ensuite passer, regarder en détail tous les aspects des travaux préparatoires qui débutent au cours des prochaines semaines. Donc, expliquer quel type de travaux on fait, la séquence des travaux, l'aspect de la mobilité durant le chantier, l'aspect de la foresterie urbaine dans le cadre des travaux également. Et tout l'aspect de communication, relation avec la communauté qui est vraiment très important pour nous. Et on va passer à la suite à une période de questions. Donc, si vous avez des questions, c'est un module qui est de questions-réponses qui est intégré au logiciel Teams. Cherchez simplement une icône avec un point d'interrogation. Et vous pouvez poser vos questions et les questions sont répondues à la période de questions par plusieurs de nos intervenants. Donc, on a des gens du service du transport de la ville, on a des gens de l'aménagement, on a également des gens du RTC qui sont avec nous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, on va tenter d'y répondre. Si jamais il y a des questions qui ne sont pas répondues ce soir, on va vous revenir au cours des prochains jours avec les réponses. Donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir passer à la présentation de la vidéo que Mme Mercier-Larouche a discuté tout à l'heure. Donc, on va se projeter dans l'avenir en 2028 pour voir à quoi va ressembler le tramway en action. On dit souvent se déplacer du point A au point B. Et si on pouvait se déplacer mieux, en harmonie avec les autres moyens de transport, l'environnement et nos besoins? Si on voyait un peu plus loin que A et B. Pardon. On va devoir redémarrer la présentation. Désolé, j'en ai un petit pépin ici. Désolé pour le pépin technique. On dit souvent se déplacer du point A au point B. Et si on pouvait se déplacer mieux, en harmonie avec les autres moyens de transport, l'environnement et nos besoins? Si on voyait un peu plus loin que A et B. C'est ce que vous propose le Tramway de Québec. Un tramway électrique et efficace qui transformera la façon de nous déplacer sur le territoire. Il vous reliera aux grandes destinations de la ville, tout en transformant nos quartiers et nos options pour se déplacer. Le tramway sera confortable et 4 fois plus spacieux qu'un bus. 65 fois plus spacieux qu'une auto. Ça en fait du monde qui évite le trafic. Seul sur sa voie et prioritaire au carrefour, il s'arrêtera uniquement pour embarquer ou débarquer des passagers. Il arrivera à heure fixe, en été comme en hiver, 20 heures par jour. Les gens de tous les quartiers et des villes voisines pourront accéder au tramway à partir des 5 pôles d'échange. Un pôle d'échange, c'est un lieu où se connectent les réseaux routiers, d'autobus, cyclables et piétonniers. C'est la clé pour passer facilement d'un mode de transport à un autre. Le tramway sera la colonne vertébrale d'une grande vision de la mobilité à Québec. Il y aura plusieurs façons de s'y connecter avec des ajouts pour simplifier les déplacements. Sur le trajet du tramway, on comptera 29 stations, dont 2 souterraines. L'expérience d'attente sera agréable,
et sécuritaire. Et bien sûr, les stations seront conçues pour notre climat parfois un peu québécois. Le tramway sera intégré à notre ville de manière exemplaire. Une nouvelle ambiance animera nos quartiers. Tout a été pensé et repensé de façade à façade sur 19 km. Dans les rues longeant le parcours du tramway, on verra des trottoirs plus larges, des refuges pour piétons aux intersections et des supports à vélo dans toutes les stations. Les quartiers demeureront accessibles et sécuritaires pour tous. Et la circulation automobile sera plus fluide. Partout où le tramway circulera, il y aura plus de végétation et des quartiers embellis. Le tramway sera un outil de développement économique majeur, un engagement envers la mobilité durable qui positionnera notre ville comme l'une des plus attrayantes au pays. Ça nous donne vraiment une bonne idée là, du tramway dans son environnement, une fois qu'il va être en action, comment on circule autour à pied, comment on entre dedans. Donc, il y a plusieurs notions là, qui ont été introduites dans la vidéo, les refuges piétons. Donc, on va y revenir dans le cadre de la présentation de ce soir. Donc, pour débuter là, vraiment dans le concret de l'aménagement et de l'insertion le long du boulevard Laurier, j'inviterai ma collègue Laurie Laperrière, qui est chef de tronçon au bureau de projet du Tramway de Québec. Donc, Laurie, je te céderai la parole. Je t'ai demandé le compte. Merci. Je vais y arriver. Ça ne change pas. OK, parfait. Donc, on va commencer. Oh, bon, désolé. Il y a eu un petit... Excusez, on y va. OK, on va commencer avec l'aménagement actuel du boulevard Laurier. Donc, vous le connaissez bien, hein, on le reconnaît. C'est des grandes surfaces là, asphaltées, bétonnées, peu de plantations, des aménagements là, pour les piétons, les cyclables, les cyclistes qui ne sont pas tout à fait là, conviviales en ce moment. Donc, en fait, on profite là, de l'arrivée du tramway, on se projette vraiment ailleurs. On profite de ce momentum-là pour vraiment venir matérialiser la vision qui a été déjà réfléchie en fait par nos collègues là, du service d'aménagement de l'environnement dans le cadre du PPU. Donc, le PPU du secteur Sainte-Foy, du plateau Sainte-Foy vient déjà arrive avec une vision et le projet de tramway s'insère dans cette vision-là, vient un peu anticiper la mise en place de cette vision-là. Donc, on voit ici une image là, du boulevard Laurier projeté avec les grands trottoirs, la grande promenade commerciale réaménagée. C'est vraiment un souhait d'améliorer de façon notable là, tout l'aménagement de l'espace urbain, d'améliorer les conditions de déplacement pour l'ensemble des usagers de la route. Et bien, on remarque un virage évidemment là, marqué vers la mobilité durable. Comme on le connaît actuellement, le boulevard Laurier est très axé automobile uniquement. Là, on vient vraiment intégrer l'ensemble des usagers de la route là, par ces aménagements-là. Je poursuis. Ici, on a encore une vue du boulevard Laurier actuel, mais à vol d'oiseau, pour vous permettre de comparer l'actuel et le projeté. Donc, l'image suivante, on voit vraiment l'insertion du tramway qui est en axial, donc au centre de la chaussée, et qui vient avec un réaménagement qu'on appelle de façade à façade, donc des façades des immeubles d'un côté à l'autre côté de la rue. Donc, on vient vraiment retravailler l'ensemble de l'emprise municipale avec l'ajout de plantations, la bonification des trottoirs, l'ajout de pistes cyclables, etc. Donc, plus spécifiquement, là, on va y aller point par point. Ce qu'on remarque au niveau des traverses piétonnes, c'est principalement, premièrement, l'ajout de traverses piétonnes. Donc, on en ajoute 4 à celles déjà présentes, ce qui représente quand même 50 là, de bonification des traverses piétonnes. Les traverses piétonnes-là sont sécurisées, on le voit ici, soit avec l'ajout de feux ou de panneaux. Et également, on remarque là, dans le fond, au centre du boulevard Laurier, des grands espaces là, pour vraiment sécuriser la traverse qui peut se faire parfois en plusieurs phases là, dans certains cas.
Au niveau des aménagements pour les cyclistes et les piétons, comme je l'ai mentionné, là, comme on l'a vu dans la vidéo, là, entre autres, là, on voit vraiment les trottoirs qui sont plus larges. Ça vient bonifier le sentiment de sécurité, le confort, mais également par la présence là, des plantations entre la chaussée des automobiles et les trottoirs. Donc, on vient ici vraiment bonifier le sentiment de sécurité. On ajoute également une piste cyclable du côté sud à partir de Jean-Dequin en direction est. Du côté des centres commerciaux, on en a parlé un peu plus tôt déjà, là, la promenade commerciale qui vient s'implanter avec des trottoirs très, très larges. Donc, tous ces aménagements-là amènent vraiment, finalement, une nouvelle expérience là, pour les usagers là, du secteur piéton et cycliste. Ces aménagements-là ne se font pas au détriment de la circulation automobile. Hein. Ce qu'on voit ici à l'image, c'est vraiment le maintien des 3 voies par direction. En fait, du côté en direction ouest, c'est le maintien. Et en direction ouest, on vient ajouter une voie pour les automobilistes parce qu'on transforme là, une voie réservée en voie automobile. Donc, ça ne se fait pas au détriment de la fluidité, là, tous ces aménagements-là. Au niveau du verdissement, là, on va le voir un peu plus détaillé. Là, on ajoute énormément de plantations, mais on a également une plateforme qui est de type végétalisé sur le boulevard Laurier. Donc, c'est vraiment un aménagement qui est type là, qui va se retrouver à différents endroits le long du tramway, environ à 30-35% là, des kilomètres là, du projet de Tramway Québec qui vont être en plateforme végétalisée comme ça. On vient intégrer par les aménagements, en fait, on a 4 rangées d'arbres d'alignement qui sont insérés là, sur le boulevard Laurier de la Vigerie jusqu'à l'Université Laval. Donc, entre les trottoirs et les voies automobiles et de part et d'autre de la plateforme de tramway. Donc, même chose de l'autre côté, on a une autre rangée d'arbres du côté entre la voie automobile et le trottoir. Donc, on vient vraiment créer, c'est un geste vraiment fort au niveau du design du boulevard Laurier pour créer vraiment un axe là, qui est très verdi. On a plus de 600 arbres plantés par ce geste-là et l'ajout de plus de 3000 arbustes là, également en ce sens-là. Donc, c'est un tout nouveau boulevard Laurier qu'on va avoir à terme. Je ne sais pas pourquoi je ne change pas. OK, excusez-moi. Maintenant, passons aux stations. Donc, on a 3 stations de surface sur le boulevard Laurier entre les ponts et l'Université Laval. Donc, on a la station du CHUL, place Sainte-Foy, on a le pôle Sainte-Foy et on arrive là, finalement sur le site de l'Université Laval avec le pôle de l'Université Laval. Le pôle Sainte-Foy, spécifiquement, est un point d'interconnexion très important dans le réseau. En fait, c'est le seul endroit là, sur le territoire de la Ville de Québec à terme où les autobus de la ST Lévis vont pouvoir venir se connecter. Donc, on anticipe vraiment un haut taux de fréquentation à cet endroit-là. Et ça va devenir vraiment un noyau là, névralgique là, dans vraiment le système de transport en commun de la rive nord et de la rive sud de la région de Québec. Ici, on voit des images des stations, une station type là, pour le boulevard Laurier. Donc, on remarque, là, en fait, c'est très confortable là, comme type de station. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les stations, tout au long du tracé, sont vraiment, la taille des stations et vraiment le niveau de confort est déterminé en fonction de l'achalandage qui est projeté aux stations en tant que telles. Donc, au niveau du boulevard Laurier, c'est des stations qui vont être très fréquentées. Et ça permet d'avoir des stations de plus grand gabarit, le niveau de confort là, qui est maximisé. Au niveau des aménagements, on a des mobiliers, des balustrades qui sont prévus pour le confort, la sécurité. Les quais ont tous un chauffage radiant là, pour permettre vraiment, encore une fois, le confort et pour faciliter l'entretien. Dans tous les cas, l'accès se fait de plein pied au tramway pour également faciliter l'accès aux gens à mobilité réduite. Comme je l'ai mentionné, c'est des stations qui sont très confortables. Donc, on a vraiment une section intérieure fermée qui est chauffée. Et on a également une section extérieure qui a également un chauffage radiant là, pour maximiser le confort. Donc, on se retrouve avec des stations qui vont être très intéressantes là, sur le boulevard Laurier. Ici, on voit une image de ce que pourrait ressembler la station à terme. Au niveau des lignes directrices de design, ce qu'on remarque, c'est des lignes très épurées. On a beaucoup d'utilisation du verre.
Donc, très aérien comme structure, là, très volatile, c'est peu massif là, dans l'environnement urbain. Là. Donc, il y a une belle intégration architecturale. Il y a un gros souci qui a été fait là, en ce sens là, par des lignes directrices de design qui ont été élaborées. Maintenant, parfait. Je prendrais peut-être juste un moment, Laurie, si tu le veux bien, pour mentionner un élément que j'avais oublié de mentionner en début de rencontre. La rencontre de ce soir est enregistrée. Donc, la diffusion va pouvoir se faire là, sur le site Internet de la Ville au cours des prochains jours. Donc, si vous avez vous voulez partager la vidéo, revoir certains segments, donc ça va être disponible au cours des prochains jours. Également, toutes les images qu'on vous montre, la présentation elle-même va être disponible également sur le site du Tramway de Québec. Merci, Étienne. Donc, je poursuis avec le volet mobilité. Tout le temps bien. Oh, OK, excusez-moi. Ça, le contrôle à distance, hein. Je suis désolée. OK, parfait. Donc, on parle souvent de la plateforme là, de tramway qui est surélevée. Là. Sur le boulevard Laurier, on est en insertion axiale, comme je l'ai mentionné. Donc, au centre de la chaussée, on s'insère sur une plateforme qui est surélevée, gazonnée, comme je l'ai mentionné. Mais évidemment, elle est surélevée par rapport au niveau de la rue. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une plateforme surélevée, ce n'est pas un mur comme on a pu l'entendre dans certaines discussions. C'est vraiment uniquement la hauteur d'un iPhone comme plateforme. Donc, ce n'est pas très grand, ce n'est pas très haut. Ce que ça permet, c'est vraiment de contrôler les interactions entre le tramway et les différents autres modes de déplacement. Donc, on vient vraiment sécuriser les usagers par cet aménagement-là. Ça permet aussi de s'assurer de la fiabilité du service et de la vitesse du tramway en général. Donc, ça permet de mieux contrôler la performance là, du système de tramway, entre autres, en plus de la sécurité. Donc, ce n'est pas une mesure là, qui est particulière au Tramway de Québec. On le voit ici dans différents projets. En fait, c'est très régulier qu'on voit des plateformes surélevées. On le voit ici en France, en Norvège et également dans des projets là, plus près de chez nous, Toronto, Waterloo. C'est toujours des plateformes surélevées là, pour les mêmes raisons que je vous ai énumérées. Au niveau des traversées piétonnes, je l'ai mentionné, dans le fond, l'implantation du tramway sur le boulevard Laurier permet de vraiment bonifier les traversées piétonnes. On en ajoute, on les sécurise. Les endroits où les gens vont pouvoir traverser le boulevard Laurier dans la portion d'insertion du tramway sont face au pôle d'échange. On a une traversée piétonne qui est prévue à cet endroit-là. Après ça, en fait, les rues, là, la route de l'église, Germain-des-Prés, on a des traversées pour l'ensemble des modes, là, donc automobile, piétons et cyclistes. Ici, au niveau de la station du CHUL, de part et d'autre des quais, on a une traversée piétons et cyclistes. Même chose pour Place Sainte-Foy. Après ça, si je reviens aux rues, là, Jean Dequin, on a une traversée pour l'ensemble des modes. Bernardin-Morin, cyclistes et piétons, pardon. La rue Sauvé pour l'ensemble des modes. Et même chose là, pour le boulevard Robert Bourassa ainsi que l'accès à l'Université Laval. Au niveau du réseau cyclable, en fait, récemment, vous savez, le boulevard Hochelaga, on est venu ajouter des pistes cyclables. Il y a plusieurs autres projets qui sont déjà connus, en branle et pris en charge là, par les services partenaires de la Ville de Québec. Donc, d'ici la mise en service du projet de tramway, on sait déjà que plusieurs projets vont être matérialisés. Entre autres, le prolongement d'Hochelaga, donc entre la route de l'Église et l'avenue Rochebelle. Également, tout le projet de l'axe cyclable Marie-Victorin, là, en fait, on le nomme Marie-Victorin, mais vous constatez qu'il circule sur différentes rues. Excusez-moi, c'est l'interruption. Également, un autre projet sur la rue Charles-Huot qui est connu et en consultation en ce moment. Pour le transport en commun, en fait, l'ensemble des réseaux bus du RTC est en révision actuellement pour vraiment venir s'arrimer avec l'arrivée du projet de tramway. Donc, tout ça va évoluer dans le temps, puis le RTC va faire des analyses là, en ce sens pour vraiment optimiser la desserte. Toutefois, ce qu'on sait déjà, c'est que il y aura 2 points de connexion majeurs au réseau d'autobus dans le secteur Laurier. Le pôle de l'Université Laval, on a 16 quais prévus pour le RTC, et le pôle de Sainte-Foy, là, comme je l'ai mentionné, qui permet également l'interconnexion avec la ST Lévis. Donc, on a 7 quais pour la ST Lévis et 5 quais pour le RTC.
faut comprendre, là, avec l'arrivée du projet de tramway, on l'a mentionné, les plateformes, les virages à gauche et des ajustements au patron de circulation, mais globalement, tous les secteurs vont demeurer accessibles, soit en virant à droite, en empruntant des axes parallèles ou, dans certains cas, en venant vraiment ajuster le parcours, mais tout demeure très accessible et fluide. Donc, à partir du boulevard Laurier, les virages à droite et les mouvements tout droit vont demeurer toujours permis. Les rues transversantes, là, également, donc exemple la route de l'Église, on va pouvoir également circuler dans toutes les directions. Pour ce qui est des virages à gauche, c'est là où il y a des modifications. Donc, les virages à gauche vont être interdits à plusieurs endroits. Les endroits où ils demeurent permis sont l'avenue de la Vigerie dans toutes les directions, l'avenue Jean-Dequin vers le sud pour pouvoir accéder au CHUL, évidemment, qui est en fait l'urgence du CHUL qui se situe sur Jean-Dequin, et l'autoroute Robert-Bourassa là, pour accéder à la direction nord. Le concept là, de réaménagement du boulevard Laurier avec les ajustements, là, entre autres, là, au virage à gauche, ces choses-là, en fait, il faut vraiment le voir en considérant le boulevard Hochelaga également. Donc, on va vraiment venir revoir l'ensemble de la circulation en s'appuyant sur les deux axes, boulevard Laurier, boulevard Hochelaga. Pour ce faire, le boulevard Hochelaga a eu des travaux récemment et on poursuit les travaux là, cet été. Donc, il y a 3 voies par direction maintenant, donc une bonification de 50 On a également l'ajout de pistes cyclables de part et d'autre et des trottoirs plus larges. Donc, ça permet vraiment de maximiser là, les deux axes pour les accès dans le secteur. Concernant les accès, plus spécifiquement, là, en fait, on va regarder les endroits où il n'y a aucun changement au patron de circulation, puis les endroits où il y a des changements. Donc, pour accéder à la zone entre Laurier et Hochelaga en provenance de Grande Allée, René Lévesque, il n'y a aucun changement. Donc, les gens vont pouvoir continuer à circuler et faire des virages à droite pour accéder là, à la zone des centres commerciaux. Même chose pour les gens en provenance du nord, donc de Robert-Bourassa, les accès demeurent les mêmes, inchangés. À partir d'Henri IV, même chose, en fait, les gens circulent déjà par Hochelaga, c'est maintenu. Les deux lieux de provenance pour lesquels il y a des nouveaux itinéraires, c'est en provenance de l'autoroute du Plessis. Donc, on voit ici, les gens actuellement continuent via le boulevard Laurier. Là, étant donné le retrait de certains virages à gauche, ça va être plus efficace de venir vraiment sur la Vigerie pour accéder à Hochelaga et atteindre la zone des centres commerciaux. Et même chose pour les gens en provenance des ponts. Donc, on va venir chercher vraiment Hochelaga pour accéder au secteur. Maintenant, pour accéder à la zone au sud du boulevard Laurier, les lieux de provenance pour lesquels il n'y a aucun changement, l'autoroute du Plessis, pardon, via le boulevard Laurier, donc aucun changement, c'est des virages à droite. Les gens en provenance des ponts, c'est la même chose, aucun changement pour les virages à droite. En provenance de l'autoroute Henri IV, direction sud, on accède déjà dans le secteur principalement par Hochelaga. Donc, ça va être maintenu. Et comme je l'ai mentionné, là, les rues traversantes et transversales de Laurier sont inchangées là, par rapport à toutes les directions à l'intersection du boulevard Laurier. Donc, c'est maintenu. Les endroits, en fait, les lieux de provenance pour lesquels il y a un nouvel itinéraire, dans ce cas-ci, c'est en provenance du centre-ville, donc de Grande Allée. Donc, ici, les gens vont pouvoir soit continuer sur le boulevard Laurier, et genre des virages à gauche aux endroits où c'est permis. Donc, on voit ici Jean-Dequin ou la Vigerie. Ou remonter un peu via Robert-Bourassa pour venir prendre Hochelaga et circuler par les rues transversales. Même chose pour les gens en provenance de Robert-Bourassa. Donc, on constate que tous les secteurs demeurent accessibles. Il y a certains itinéraires qui ont des ajustements, mais des travaux ont déjà été faits là, pour s'assurer de la fluidité en ce sens. Donc, comme je l'ai mentionné, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment, il y a 2 boulevards qui vont venir créer une mobilité améliorée pour tous dans le secteur. Le boulevard Laurier, qui est vraiment une entrée de ville qui va devenir remarquable, qui va devenir réaménagé. C'est vraiment un geste fort avec l'ajout des arbres, tous les aménagements de plus grande qualité. Et le boulevard Hochelaga, qui est également, en fait, l'objet de beaucoup de nouveaux aménagements, qui est quand même très revampé, une meilleure fluidité, une meilleure accessibilité. Donc, tout ça vient vraiment également là, permettre des gains pour tous les usagers de la route et vient vraiment maximiser là, principalement les aménagements pour les transports actifs qui étaient un petit peu déficitaires là, antérieurement. On va poursuivre avec l'interconnexion au pôle d'échange Sainte-Foy.
Donc ici, on voit le pôle d'échange de Sainte-Foy qui s'insère entre le boulevard Hochelaga et le boulevard Laurier, là, à proximité de la route de l'Église. Donc, comme mentionné d'entrée de jeu là, dans la vidéo, un pôle d'échange, c'est vraiment un endroit où on vient maximiser l'interconnexion entre les différents modes de transport. Donc, dans ce cas-ci, on a la station qui s'insère en son centre et 2 terminus. Donc, le terminus de la ST Lévis qui est accessible là, via le boulevard Laurier pour les autobus de la ST Lévis. Donc, ils viennent se retourner et repartent là, en direction des ponts via le boulevard Laurier. Pour le terminus du RTC, l'accès se fait via le boulevard Hochelaga. Et même type de manœuvre, c'est un rond de virée. Les autobus repartent sur Hochelaga en direction ou dans l'autre direction. Ça permet également de maximiser là, la connexion au réseau cyclable. Donc, le réseau cyclable qui est présent et puis à développer sur Hochelaga va pouvoir venir se connecter au pôle ici. Également la route de l'Église. Donc, on a une très belle connectivité à l'ensemble des modes de transport. Ici, on a une image du bâtiment voyageur qu'on appelle, en fait, c'est vraiment l'endroit où vont se situer les quais du tramway au pôle d'échange de Sainte-Foy. Donc, ça s'insère au centre, comme je l'ai mentionné. On voit ici les quais des autobus de part et d'autre. De l'autre côté, on le voit moins bien, là, mais c'est vraiment au centre. Le bâtiment voyageur comprend des locaux d'exploitation, évidemment, mais également des toilettes pour les usagers et des espaces de vélo sécurisés là, pour les usagers qui voudraient laisser leur vélo à l'intérieur et non pas seulement sur un rack à vélo à l'extérieur. Ici, on a encore une vue du pôle d'échange de Sainte-Foy. En direction du sud, donc du boulevard Laurier, ici, vous voyez le boulevard Laurier. Donc, on voit encore le bâtiment voyageur qui est au centre, la plateforme du tramway qui est nord-sud dans cet axe-là, le terminus du RTC ici au nord, près d'Hochelaga, et le terminus de la ST Lévis, près du boulevard Laurier. Un autre point de vue qui nous permet dans ce cas-ci de voir la structure d'étagement. Donc, en fait, avec l'arrivée du pôle d'échange à cet emplacement-là, on est venu créer une structure d'étagement sur le boulevard Laurier afin de vraiment maximiser l'accès à la fluidité dans le secteur. Donc, ici, du côté est, là, en fait, du pont, c'est vraiment l'accès tramway qui se fait par-ci. Du côté ouest, c'est l'accès à la ST Lévis. Donc, on voit le pont d'étagement et l'accès au terminus, comme je le mentionnais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les véhicules vont passer sous cette structure-là, qui se trouve à être au niveau du boulevard Laurier actuel. Pourquoi une structure d'étagement est requise? En fait, c'est vraiment pour une question de maintien de la circulation, là. Vous avez sûrement déjà vécu plusieurs fois là, des situations d'interblocage dans les intersections du boulevard Laurier. Donc, en fait, des véhicules s'engagent dans l'intersection, ne réussissent pas à passer dans leur feu qui est réservé et viennent bloquer l'autre direction. Donc, avec l'arrivée du pôle, le terminus d'autobus, le tramway, il y avait des risques élevés là, de créer des situations comme ça qui sont très conflictuelles. Donc, le pont d'étagement permet d'éviter ça et de maintenir les conditions de circulation. On voit ici les endroits où il aurait été particulièrement critique là, sans le pont d'étagement, donc à la sortie là, du pôle pour les tramways et également à la sortie du terminus d'autobus de la ST Lévis. Merci, Laurie. On va pouvoir maintenant passer à la deuxième partie de la présentation qui concerne vraiment les travaux préparatoires qui vont débuter, qui vont se dérouler là, vraiment au cours des prochains mois. Donc, c'est vraiment des travaux de réseau technique urbain qui concernent les réseaux d'électricité, gaz naturel et télécommunications. Et donc, ce n'est pas les réseaux qui alimentent le tramway, c'est vraiment ce qui alimente là, tout ce qui est les bâtiments dans le secteur du tramway. Donc, pour poursuivre, j'inviterai Laurie Laperrière qui était présente lors de la première partie, mais il va également avoir M. Charles Deneau-Bissonnette, donc ingénieur au réseau technique urbain au service de l'ingénierie qui va joindre à nous pour parler de la question de la mobilité. Merci, donc, Laurie, je te redonne la parole. Merci, je poursuis. Donc, les travaux préparatoires, on est déjà, le bureau de projet en action. Il y a déjà des travaux qui sont commencés depuis plus d'un an là, le long du tracé du tramway. Pourquoi on fait des travaux préparatoires? C'est quoi le gain? Il y a différentes raisons. Premièrement, pour maintenir les services municipaux, faire les travaux préparatoires nous permet de réduire les impacts sur les citoyens.
Donc, on s'assure de minimiser, d'éviter des bris de service pour toute la question des réseaux d'égouts d'aqueduc, mais également tous les réseaux d'utilité publique, là, les télécommunications, Hydro-Québec. Donc, ça nous permet de mieux contrôler ça. On en profite également pour bonifier la canopée. On a des cibles très, très ambitieuses de planter 20 arbres pour chaque arbre abattu. Donc, ça nous permet de se mettre déjà en action et d'assurer, dans le fond, que la canopée, l'arbre a le temps de grandir avant les abattages d'arbres, principalement. Donc, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Ça permet également de faciliter les déplacements. Donc, pendant les périodes de travaux, on sait qu'on va avoir des voies de détour. Certaines voies de détour ont dû être réaménagées, bonifiées, les chaussées ont dû être retravaillées. Donc, ça, c'est également pour assurer finalement une meilleure circulation pendant les travaux. Et finalement, au niveau plus gestion de projet, ça nous permet de contrôler l'échéancier de réalisation, minimiser les risques. Donc, il y a certaines activités qui étaient très critiques dans le cheminement du projet, qu'on est capable de devancer puis mieux contrôler au niveau de l'échéancier et minimiser les risques. La déviation des réseaux souterrains, donc c'est principalement ce type de travaux-là qu'on fait et aujourd'hui, en fait, c'est les travaux de réseau technique urbain qu'on va vous parler spécifiquement. Donc souvent, on parle de déviation des réseaux, on parle de fiabilisation de la plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est sous la plateforme de tramway, sous l'aire du système de tramway. En fait, on vient tasser l'ensemble des réseaux souterrains de part et d'autre. Donc, on tasse les réseaux d'aqueduc et égouts. On tasse les massifs de RTU, les conduits également de gaz, hein, ce qui permet de ne pas avoir d'interruption de service s'il y a un bris ou un entretien sur le réseau. On en profite également pour enfouir les fils aériens dans les secteurs où on implante le tramway. Les réseaux RTU, qu'on appelle réseau technique urbain, donc voici en fait à quoi ça consiste là, principalement. Donc, on voit ici un puits d'accès. En fait, c'est là-dedans là, que les travailleurs vont pouvoir venir vraiment brancher les différents câbles qui passent dans les massifs qu'on voit ici. Donc, les massifs RTU passent principalement sous les trottoirs, dans certains cas sous la chaussée, comme on le voit ici dans le secteur Saint-Roch. Nous, dans Laurier, en fait, on est surtout sous les trottoirs ou les trottoirs projetés avec le réaménagement. Donc, ce qu'on remarque, c'est des travaux qui sont un peu profonds dans le sol. Ça ne nécessite pas des très, très grandes excavations. Et on est souvent près des propriétaires, par contre, parce qu'on est plus près du trottoir, normalement. Au niveau de la séquence des travaux, maintenant, rapidement, puis après ça, je vais passer la parole à mon collègue. En 2022, on a quand même plusieurs travaux qui s'en viennent dans le secteur du boulevard Laurier. On est déjà en action à certains endroits, notamment sur Hochelaga. Actuellement, il y a des travaux de câblage qui se font entre la portion église et la vigerie. Il y a également des travaux qui sont en voie d'être complétés dans le secteur Laurier, aux intersections qu'on voit à l'écran, qui font partie des travaux de la phase de travaux 2021 qui a lieu sur Sasseville. Donc, c'est vraiment à quelques jours d'être complété si ça ne l'est pas déjà. Maintenant, la phase de travaux 3 qu'on voit à l'écran, c'est ce qui s'en vient prochainement. Donc, à partir du mois de fin avril, début mai, on va commencer à faire en branle sur ces travaux-là. Donc, c'est vraiment des rues transversales, perpendiculaires du boulevard Laurier. Donc, on est sur Germain-des-Prés, Jean-de-Caen, Bernardin-Morin, Sauvé. Et en même temps, dans la même phase de travaux, on a des travaux devant l'Université Laval, donc du côté nord de Laurier. Également, une traverse de massif qui est prévue à cet endroit-ci. Donc, c'est des travaux qui vont prendre place au courant de l'été, principalement. Par la suite, plus tard, au courant de l'été également, on revient faire la finition d'Hochelaga. Donc, suite aux travaux de câblage, on va venir finaliser l'aménagement de surface. Et on rentre un peu plus tard dans la saison estivale, dans la portion de travaux Laurier longitudinal. Donc, c'est une grosse phase de travaux dont mon collègue va pouvoir vous parler plus spécifiquement plus tard parce qu'il y a des découpages pour permettre le maintien de la circulation, qui est quand même un enjeu dans le secteur. Hein. Et enfin, on a des petits travaux, en fait, c'est des petits plus minimes au niveau d'énergie à cet endroit-ci. Donc, on a un poste de détente et du gaz à venir passer à cet endroit-ci. La date est exactement, ça va être cet automne, mais pour le moment, on n'a pas de date officiellement déterminée. Donc, ça complète le portrait. Merci beaucoup, Laurie. Donc, j'inviterai maintenant Charles Deneau-Bissonnette, ingénieur au réseau technique urbain, à nous présenter l'aspect de la mobilité durant les travaux. Oui,
peux passer à la prochaine diapositive. Donc, ça, pendant nos travaux, il y a eu quelques changements qui ont été faits au courant des dernières années à la Ville de Québec. Historiquement, il y a toujours un emphase qui est mis sur le principe de conserver la circulation automobile la plus fluide possible. C'est certain que depuis quelques temps, la mentalité de la Ville a changé. Il y a une emphase beaucoup plus grande qui est maintenant portée au niveau des corridors piétons et de la gestion des cyclistes dans le secteur. Donc, pour nos travaux, on a pris en considération vraiment un maintien pour les piétons et des cyclistes en tout temps. C'est certain que pendant qu'on va faire nos travaux, évidemment, à différents endroits, il y a des traverses piétonnes le long de Laurier et sur les rues perpendiculaires. En tout temps, on cherche à maintenir en place les traverses sans aucune déviation, évidemment pour aider le trafic des piétons dans le secteur. Il y a aussi une entrave qui va être faite, que je pourrais parler un peu plus tard, devant l'Université Laval. On va y revenir dans 2 diapositives. Au niveau du transport en commun, pareillement, le transport en commun va être maintenu durant tout le temps des travaux. Il se pourrait évidemment qu'il y ait certaines stations et certains arrêts qui soient déplacés de quelques mètres, mais en général, ça reste toujours à l'intérieur des mêmes tronçons de rue. Tous les arrêts devraient rester en général accessibles et tous les trajets vont être maintenus tout le temps des travaux. En cas de questionnement en lien avec les services du RTC, l'application Nomade et le site du RTC restent disponibles en tout temps. En ce qui a trait aux autres... Oups, tu as sauté une petite diapo, Étienne. Juste revenir une à l'arrière. En ce qui a trait à la circulation automobile, c'est certain que dans le secteur, on sait qu'il y a des centres d'achat, il y a beaucoup de stationnements. Pendant tout le temps de nos travaux, on maintient toujours accès aux différents stationnements des différents commerces, que ce soit des plus petits stationnements, des bâtiments privés du côté sud ou même les grands centres d'achat du côté nord. Il y a toujours des accès qui vont être maintenus en tout temps. Un peu plus tôt, Laurie nous a présenté des 3 phases de travaux, qui étaient la phase 3 pour les rues perpendiculaires, la phase 4, la portion devant l'Université Laval, puis la phase 6, la portion longitudinale de Laurier. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'il y a un phasage qui est fait de cette manière-là? Eh bien, notre intention à l'ingénierie, c'était d'attaquer en premier des zones moins contraignantes, ce qui veut dire devant l'Université Laval et les rues transversales pour toujours maintenir la fluidité du trafic sur Laurier à son maximum. Pendant qu'on fait les travaux sur les rues perpendiculaires au niveau des centres d'achat, tout le long de nos travaux, les travailleurs n'auront pas le droit de bloquer 2 rues subséquentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vu que c'est des rues qui sont parallèles l'une à l'autre, ça veut dire qu'un chantier peut se mobiliser sur une rue, mais la rue suivante, rien doit être mis dans la rue. Le but de cette mesure-là, c'est d'empêcher de la confusion dans le quartier et des mélangements avec les automobilistes qui tomberaient d'un chantier à un autre chantier subséquemment. On veut toujours assurer la simplicité de la circulation dans le secteur en tout temps. Donc, en ce qui a trait à la façade de l'Université Laval, le gros de nos travaux se trouve du côté nord de la chaussée. On a vu 3 diapos précédemment qu'on parlait du sentier. Le sentier va être fortement rétréci pendant l'exécution des travaux. Donc, c'est probablement le lien piéton le plus important qui va être affecté dans nos travaux ce printemps. Mais par contre, l'accès à partir du Petit Laurier pour réaccéder à l'Université Laval par la rue de la Médecine va toujours rester disponible, que ce soit pour les piétons ou les cyclistes. Pendant la durée de nos travaux, il va toujours avoir 2 à 3 voies de circulation maintenues dans chacune direction de Laurier en tout temps. Pareillement, la circulation sur le Petit Laurier va être maintenue accessible au secteur tout le long de nos travaux. Prochaine diapo. En ce qui a trait aux rues transversales, ça se complique un petit peu plus. Les massifs qu'on doit construire de conduits sont en plein milieu de la chaussée.
Donc, ça veut dire quand il y a une partie de la chaussée occupée, la chaussée disponible pour les véhicules est réduite. Il va rester uniquement une seule voie de circulation disponible en tout temps pendant les travaux. C'est certain que pour essayer de simplifier la circulation dans le secteur, les voies de circulation à partir de Laurier sont toujours maintenues. Donc, ça veut dire dans le cas de la rue Germain-des-Prés, ça veut dire que la circulation arrivant du sud et montant vers le nord, vers Hochelaga, va être maintenue en tout temps pendant les travaux. On voit aussi qu'il y a une entrée pour l'accès au Laurier-Québec. Un accès temporaire aussi va être maintenu pendant les travaux sur cette rue-là. Prochaine diapositive. Pour la rue Bernardin-Morin, c'est l'autre rue qui les travailleurs vont avoir le droit d'exécuter en même temps que Bernardin-Morin, vu que Jean Dequin est une zone de séparation entre les deux rues. Cette rue-là aussi a le même problème que Germain-des-Prés. La largeur de chaussée n'est pas suffisante pour maintenir la circulation dans les deux directions à plein temps. Donc, la voie pour les véhicules qui vont arriver à partir de Laurier va être priorisée jusqu'à temps qu'on sorte de la zone de travaux. On peut voir que hors de la zone de travaux, quand on arrive proche d'Hochelaga, il y a plusieurs entrées de stationnement. Il y a même une petite rue qui fait un grand détour. Ça va rester accessible dans les deux sens aux automobilistes tout le temps des travaux. Prochaine diapositive. Une fois que Germain-des-Prés et Bernardin-Morin vont avoir été complétés, les entrepreneurs vont pouvoir attaquer Jean Dequin. On parle de Jean Dequin partie nord, puisqu'il y a aussi une partie sud qu'on va voir dans deux diapositives. Jean Dequin est un petit peu plus large comme rue, donc ça veut dire que pour la circulation automobile, il y a moyen de maintenir sur une majeure partie deux voies de circulation, donc une par direction, sur la partie nord et sur la partie sud. On peut voir qu'au centre du tronçon, on retombe à une seule voie de circulation. C'est normal vu que les trottoirs directement devant les entrées des centres d'achat est réduite. Il va manquer d'espace, donc on va tomber automatiquement à une voie de circulation. Prochaine diapositive. Pour la partie sud de Laurier, similairement, on favorise toujours le trafic automobile à partir de Laurier. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, la circulation est maintenue en direction sud. La raison pourquoi on maintient la direction sud aussi à cet emplacement-là, c'est pour l'accès aux CHUL. C'est certain que pour le stationnement souterrain, compte tenu des gens qui viennent aux ambulances, il y a un côté de sécurité à la population qui doit être maintenu. Donc, on garde tout le temps une priorisation à l'accès automobile pour les gens qui s'en viennent en direction de l'hôpital. Si des automobilistes arriveraient du côté sud par la pointe, eh bien, les deux voies de circulation restent accessibles. Donc, l'entrée du stationnement du CHUL reste accessible en tout temps. Cette rue-là a un léger avantage par rapport aux autres, c'est qu'elle était limite à être capable de maintenir deux voies de circulation. Ça veut dire que pendant le jour, durant les travaux, lorsqu'il va y avoir de la machinerie en circulation, on va vraiment rester à une seule voie de circulation en direction sud. Mais quand va arriver le soir ou la fin de semaine, il va y avoir assez d'espace pour que l'entrepreneur soit capable de tasser les barils de circulation un peu plus en bordure du trottoir. À ce moment-là, on va être en mesure de garder une voie de circulation par direction sur Jean Dequin. Notre dernière rue transversale qu'on va attaquer, c'est la rue Sauvé. La rue Sauvé, où on a des conduits qui vont être à construire dans le trottoir du côté ouest. Elle est particulière vu qu'il y a la présence d'un terre-plein central au centre de la chaussée. C'est certain que pour favoriser la circulation du secteur pour les résidents, ça va être le contraire qui va être appliqué. Ça va être la voie de circulation s'en allant vers Laurier qui va être priorisée. Pour les véhicules qui arriveraient à partir de Laurier, il y aurait quand même moyen d'accéder au bâtiment Éclat ou à l'INESS, vu qu'il y a assez de largeur suffisante pour avoir une voie par chacune direction. Mais pour le reste du quartier, il faudra suivre des chemins de détour pour être capable de réaccéder par le sud. Maintenant, ça nous amène à notre grande phase de travaux, celle qui va être la plus longue dans les travaux qu'on va faire en 2022. Cette phase-là va durer approximativement 1 an de temps. On prévoit débuter au courant du mois de juin et terminer avant la fin de l'hiver 2023. Pendant tout le temps de ces travaux-là, encore une fois, c'est pareil comme les travaux qu'on faisait devant l'Université Laval. On essaie de maintenir toujours deux voies par direction.
Nos travaux, de la manière qui sont prévus actuellement, c'est qu'on va débuter les travaux du côté sud de la chaussée pour attaquer tous les massifs d'un seul côté à la fois. Pendant que l'entrepreneur va être mobilisé du côté sud, la voie de circulation en direction est va être mise du côté nord de la chaussée. Actuellement, sur le côté nord, il y a 4 voies de circulation, donc ça va rouler à contresens, 2 voies en direction est et 2 voies en direction ouest. Évidemment, durant tout le temps des travaux, encore une fois, tous les accès au stationnement et débarcadères vont être maintenus. Et ça inclut aussi les accès à l'urgence du CHUL et aux divers commerces qui sont du côté sud de la chaussée. Par la suite, l'entrepreneur va commencer à faire les traverses de conduits qui passent sous la trame. C'est une partie de travaux qui est beaucoup plus complexe vu la présence du tramway, puisque les structures vont devoir aller en plongeant à forte profondeur sous la chaussée. Pendant cette partie-là des travaux, une fois qu'on va être rendu au centre de la chaussée, vers le terre-plein central, la circulation en direction est va pouvoir être mise du côté sud de la chaussée et éventuellement, les 2 voies qui sont en direction ouest vont pouvoir être tassées sur le terre-plein central du côté nord pendant que l'excavation va être faite du côté nord de la chaussée. Évidemment, on a un enjeu qui a dû être discuté. Nous, on prévoit que vers novembre-décembre, l'entrepreneur qui va obtenir le contrat va être rendu à exécuter au niveau des conduits qui sont sur les bords des stationnements. Je tiens à rappeler que ces travaux-là, les structures ne vont pas être installées en bordure de rue existante, mais en bordure de rue future du tramway. Donc, actuellement, ça veut dire que c'est des excavations qui sont dans les places de stationnement directement des centres d'achat. Étant en novembre-décembre, on avait un enjeu puisqu'on sait que sur Laurier, c'est la période de l'année qui est de loin la plus achalandée. Puis aussi, pour les centres d'achat, c'est la période d'achalandage la plus élevée de l'année. N'importe qui a déjà fait du magasinage du temps des fêtes pendant cette période-là sait que trouver des places de stationnement, c'est pas évident. Donc, on voulait absolument éviter de bloquer toute entrée pendant cette période-là et aussi bloquer toute place de stationnement. C'est pour ça qu'il y a des zones d'exclusion à partir de la mi-novembre qui vont être appliquées. Comme quoi, toutes les zones où il y a des entrées charretières de stationnement ou des places de stationnement, les entrepreneurs ne pourront pas excaver. Ça va devoir rester complètement dégagé à la circulation automobile. Uniquement les endroits où c'est que c'est engazonné ou avec aucune entrée charretière vont pouvoir être permis d'excavation. Évidemment, quand on va arriver au mois de janvier puis la période des fêtes va avoir été complètement passée, là, les travailleurs vont pouvoir recommencer à excaver toute la zone au grand complet librement. Ça, ce qu'on voit à l'écran, c'était une première moitié de la zone de travaux à partir de la route de l'église jusqu'à Jean-Dequin. Si tu penses, Étienne, à la deuxième slide, on voit que nos travaux se rendent vraiment jusqu'à l'autoroute Robert-Bourassa, où on a quelques petits conduits qui sont installés aussi sur Robert-Bourassa. Merci beaucoup, Charles. C'est très apprécié. Donc, on voit vraiment bien le portrait de la circulation, tout ce qui est prévu là, pour maintenir la circulation dans le secteur. Pour aborder là, le volet de la foresterie urbaine, j'inviterai ma collègue Laurie à reprendre la parole. Donc, Laurie, je te cède la parole pour la suite de la présentation. Merci, Étienne. Oh, bon. J'arrive, excusez. OK, donc sur le boulevard Laurier, en fait, actuellement, on a 108 arbres d'alignement. Donc, c'est des arbres qui ont été plantés soit dans l'emprise municipale, sur les propriétés privées ou municipales. Donc, avec l'arrivée des travaux préparatoires, on est capable d'en conserver 72, qui correspond à 67 %. Donc, on protège la grande majorité. Et on entrevoit devoir couper 36 de ces arbres, dont 25 frênes. Donc, les frênes, on le sait, là, sont quand même aux prises avec une maladie importante et la plupart là, sont visés déjà pour être abattus là, en lien avec la maladie. Donc, les pertes, somme toute, sont quand même minimes là, dans ce sens. Au niveau du boisé de l'Université Laval, les arbres, il faut comprendre, sur un boisé, ne sont pas inventoriés de la même manière que les arbres d'alignement. Donc, ils ne sont pas inventoriés un par un, mais vraiment par superficie boisée. Actuellement, donc, l'intervention qui est localisée en travaux préparatoires RTU près de Robert-Bourassa, Laurier,
aurait possiblement un petit impact sur le boisé, mais ce qu'on entrevoit, c'est que ce serait très minime, là, étant donné que les travaux RTU sont vraiment prévus là, le long du lien là, cyclable, là, multifonctionnel, qui est déjà là, en bordure du boulevard Laurier. Donc, on va avoir la confirmation de l'impact, là, évidemment, plus tard, lorsque les travaux vont pouvoir être mieux implantés sur le terrain. Mais somme toute, on devrait être capable d'éviter ou de toucher très minimement ce boisé-là. Et dans tous les cas, dans le fond, comme mentionné plusieurs fois dans la présentation, on a toujours notre ratio de compensation de 20 arbres à planter pour chaque arbre abattu là, dans les quartiers traversés par le tramway. Donc, ça c'est maintenu évidemment là, dans le cadre des travaux préparatoires. Merci beaucoup. Merci, Laurie. Donc, nous allons passer maintenant au volet de la communication et des relations avec la communauté, donc qui est vraiment un aspect très important du projet. Donc, on veut vraiment, dans le cadre du projet, aller à la rencontre des citoyens, autant en travaux préparatoires que pour les grands travaux du tramway qui vont débuter l'an prochain. Donc, on organise des séances d'information comme on le fait aujourd'hui. Donc, ce soir, on rencontre les résidents. On a rencontré cet après-midi les commerçants et travailleurs du secteur. Donc, on organise également des rencontres de proximité ou des rencontres personnalisées avec certaines institutions comme l'Université Laval, par exemple, le CHUL, qui ont été rencontrés dans le cadre de ces travaux-là également. On utilise l'ensemble de nos plateformes de communication de la ville, donc tous nos outils, que ce soit sur le web, les réseaux sociaux, nos distributions porte-à-porte, la ligne 3.1 qui est évidemment toujours disponible. Il va également avoir des infolettes de chantier à intervalles réguliers pour que vous puissiez vous tenir informé de l'évolution des chantiers, ce qui s'en vient, qu'est-ce qui a été réalisé. Sur le site, on prévoit également de l'affichage. Et il y a un élément là, qui est vraiment très important, c'est au niveau de l'interaction citoyenne. Donc, on a des agents sur le terrain du côté du service à la clientèle, donc qui sont vraiment dédiés au chantier de Sainte-Foy. Donc, pour ce qui est du plateau Sainte-Foy, donc on a plusieurs agents mobiles qui peuvent se rendre directement sur le terrain si vous avez des questions, des interventions à faire ou vous vivez une problématique dans le cadre du chantier. Donc, c'est des équipes qui sont vraiment dédiées au volet de la construction. Donc, si vous appelez au 311, vous allez être et que vous mentionnez que c'est pour les travaux, par exemple, du boulevard Laurier, bien, vous allez directement référer là, aux agents en question qui vont pouvoir faire un suivi là, vraiment très rapidement, prendre en charge votre cas, aller à votre rencontre s'il y a un besoin. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de pouvoir réagir rapidement et d'intervenir directement auprès de l'entrepreneur ou avec les services de la ville qui sont concernés. Donc, si vous avez des problèmes, des enjeux, par exemple, en cas de déménagement, gestion des matières résiduelles, également pour prendre en charge tout ce qui est signalement, plainte là, dans le cadre des chantiers. Donc, on veut vous entendre. Donc, joignez-nous via le 311 et on va s'assurer de faire un suivi là, vraiment personnalisé et très rapide là, dans le cadre du chantier du boulevard Laurier. Donc, on a la séance de ce soir, mais on a également une autre séance qui est prévue cette semaine dans le secteur du boulevard Laurier. Donc, on a une séance qui est prévue pour dans le cadre de la tournée du tramway près de chez vous. Donc, ce printemps, notre objectif, c'est vraiment d'aller visiter l'ensemble des 13 quartiers qui sont traversés par le tramway via les conseils de quartier. Donc, ce mercredi, nous allons, dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Saint-Louis, présenter l'insertion dans le quartier Saint-Louis, donc qui comprend notamment le boulevard Laurier, comme on vous a présenté en début de rencontre, mais on va aller encore plus loin. On va parler notamment du secteur de l'école de Rochebelle, du secteur de l'avenue Roland-Baudin également, qui est compris dans le quartier Saint-Louis. Également, on va aborder un peu le chemin des Quatre Bourgeois également. Donc, c'est vraiment une opportunité d'échange également. Donc, si vous voulez vous présenter, donc vous allez pouvoir nous faire part de vos questions, vos préoccupations ou vos impressions par rapport à ce qu'on va vous présenter. Donc, c'est vraiment ce mercredi, le 13 avril à 19h, donc dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle du quartier, du conseil de quartier de Saint-Louis.
Donc, vous pouvez vous inscrire en ligne là, sous le même système là, que ce soir là, via le tramway de Québec.info/citoyen. Donc, ça mettrait fin à la partie de la présentation. Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions pour ce qui est de la présentation de ce soir. Donc, je vois qu'il y a déjà plusieurs questions qui ont été posées, plus d'une vingtaine. Donc, on a les présentateurs qui nous ont présenté ce soir. On a également plusieurs experts, comme je mentionnais en début de rencontre, que ce soit au niveau du transport, du RTC, de la foresterie urbaine. Donc, on va pouvoir assurément répondre à une bonne partie des questions. Si toutefois, il y a des questions auxquelles nous n'avons pas la réponse ce soir, bien, on s'engage à vous revenir là, rapidement au cours des prochains jours directement avec la réponse. Donc, si on débute dès maintenant la période de questions, on a d'abord une question qui concerne le pôle d'échange. Donc, on nous demande s'il y a une nouvelle traverse piétonne qui est prévue au pôle d'échange. Donc, Laurie, je pense que si c'est possible pour toi là, de prendre la question. Oui, puis on pourrait même mettre l'image, Étienne, là. Oui, je vais aller la chercher. S'il te plaît. Il y a une traverse piétonne qui est effectivement prévue. Je vais pouvoir vous la pointer là, à l'image en 2 secondes. En fait, cette traverse piétonne-là s'insère là, sur le pont d'étagement ouest. Donc, Étienne, peut-être que tu peux pointer, j'ai plus le contrôle. Là, le pont d'étagement là, qui donne accès là, au terminus de la ST Lévis. Donc, on vient s'insérer ici. Donc, on traverse une portion sur le pont d'étagement et l'autre portion directement là, c'est sur le boulevard Laurier. Là. Donc, c'est une traverse piétonne qui a été ajoutée là, en cours de route là, de la conception. Donc, on ne le voit pas sur cette image-ci, mais il y a bel et bien une traverse piétonne. On peut peut-être parler aussi du côté d'Hochelaga où il y a également des traverses là, qui sont ajoutées. De part et d'autre de la plateforme, il va y avoir des traverses ajoutées. Là, donc, vous voyez la plateforme de part et d'autre, on va pouvoir traverser les piétons. Là, et également, il va y avoir des liens cyclables là, qui vont pouvoir se faire là, à ce moment-ci. Là. Il y a également un feu de circulation là, qui va être ajouté pour contrôler l'accès au stationnement privé là, qui n'est pas existant actuellement. Donc, il va y avoir un feu de circulation pour contrôler vraiment la plateforme du tramway et un accès supplémentaire qui est ajouté là, sur Hochelaga. Il y a un accès qui est maintenu, évidemment, là, en placement actuel sur la route de l'église. Oui. Merci. Donc, si on poursuit avec les questions, donc on nous demande quelles essences d'arbres seront utilisées et est-ce qu'ils seront tous plantés dès le départ? Donc, pour répondre à la question, j'aurais peut-être mon collègue Étienne Saint-Pierre, qui est ingénieur forestier au bureau de projet du Tramway de Québec. Yes, pour les espèces d'arbres, il y a vraiment une stratégie de biodiversité qui est intégrée à même toute la végétalisation du projet. Il n'y a pas d'espèces en particulier, c'est vraiment une variété d'espèces, que ce soit des conifères, des feuillus. Puis on prend en compte aussi toutes les espèces qui sont surreprésentées dans un quartier. Fait qu'exemple, tout ce qui est dans le quartier Saint-Louis, ben, on va essayer de planter d'autres choses que les espèces qui sont surreprésentées. Puis ça se distribue dans tous les quartiers traversés par le tramway. Fait que c'est vraiment une grande variété, un minimum de 15% de conifères. C'est ce qui va nous amener à avoir une forêt plus résiliente sur l'ensemble du projet. Merci beaucoup, Étienne. On a ensuite une question de M. Martin Saint-Louis qui nous questionne concernant la vitesse du tramway dans le tronçon, donc sur le boulevard Laurier. Donc, donnez-moi une seconde, moi je l'ai la réponse. Donc, dans le secteur là, entre, excusez-moi, là, on est entre 20 et 22 km en moyenne dans le secteur. En fait, il faut qu'on comptabilise les différents arrêts. Là, donc, c'est pour ça que ça vient impacter là, la vitesse moyenne. Donc, c'est vraiment la vitesse commerciale qui inclut les arrêts, les embarquements, débarquements. Ouais. Ensuite, on nous demande s'il va y avoir du Wi-Fi, donc un réseau sans fil dans le réseau. Et la réponse, oui. Donc, il va y avoir autant du réseau Wi-Fi là, sur les rames, à l'intérieur des rames, que dans les stations, donc tout le long du réseau.
Et on nous demande ensuite s'il sera possible de tourner à gauche à toutes les intersections habituelles sur Laurier. Donc, on l'a abordé un peu tout à l'heure, là. Donc, je ne sais pas, Laurie, si tu voulais poursuivre ou... Globalement, ben, on peut mettre peut-être l'image aussi en support, là, mais globalement, les virages à gauche là, sont en grande partie là, éliminés là, sur le boulevard Laurier pour des questions, dans le fond, oui, de sécurité, de fiabilité du service, mais également d'accessibilité, là, puis également c'est une question d'aménagement. Donc, il y avait différents éléments qui ont été considérés lors de ce choix-là. Puis, les virages à gauche qui sont permis, c'est l'avenue de la Vigerie, donc toutes les directions. L'avenue Jean-Dequin, comme je l'ai mentionné, en direction sud pour donner accès en tout temps à l'urgence de l'hôpital, évidemment. Et à l'intersection de l'autoroute, Robert Bourassa vers le nord, là, évidemment, vu que c'est un axe majeur qu'il faut maintenir en tout temps les accès. Merci beaucoup, Laurie. On a ensuite une question là, concernant la circulation dans les quartiers résidentiels là, avoisinant le boulevard Laurier. Donc, on nous demande, là, passer à tous nos quartiers juste. Donc, on nous demande probablement s'il y a des mesures d'atténuation ou des choses qui sont prévues par rapport à la circulation dans les quartiers. Donc, mon collègue Youssef Déby, qui est directeur de la division du transport au service du transport et de la mobilité intelligente, pourrait répondre à cette question. Merci, Étienne. Oui, je vois, puis je comprends un petit peu l'inquiétude des citoyens du quartier au sud là, par rapport au potentiel d'augmentation des débits de circulation suite à l'enlèvement des virages à gauche. Par contre, depuis des années, on fait des mesures d'atténuation pour éviter le transit sur Québec, sur le boulevard Laurier au sud, dans le quartier au sud. Et avec l'interdiction de ces virages à gauche et surtout avec l'augmentation de la capacité de Hochelaga, on va transférer plus de monde vers le nord que vers le quartier sud. Et si on voit qu'il y a un potentiel d'augmentation de débit pour que le monde puisse augmenter, aller virer à gauche en passant par la rue Sasseville à titre d'exemple, on va venir mettre des mesures d'atténuation pour garder ces mouvements-là qui sont détournés sur le boulevard Hochelaga, que ce soit par des mesures physiques au niveau de la géométrie ou au niveau de la programmation des feux de circulation. D'ailleurs, un petit peu plus loin, il y a quelqu'un qui parlait du carrefour Jean-Dequin et Laurier. Actuellement, c'est fait exprès parce que ça fait des années qu'on travaille avec les résidents de ce quartier-là pour minimiser les transits sur la partie sud. Donc, le temps qu'on donne au niveau des feux de circulation pour sortir vers le nord, fait en sorte qu'on dissuade le monde de passer par là. Alors, on a un coffre à outils qu'on va mettre en place, qu'on va venir voir aussi avec les résidents pour trouver un équilibre entre l'accessibilité et pouvoir sortir du quartier tout en protégeant ces rues-là des transits. Mais avec tout ce qu'on a mis sur le boulevard Hochelaga, l'ajout de voies supplémentaires, etc., le fait que le monde arrive par les autoroutes, donc ils seront plus rapidement tenus à passer par le boulevard Hochelaga au lieu de passer par la partie sud de Laurier. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on a comme modélisation, tout ce qu'on avait mis au niveau de Laurier, tout ce qu'on peut mettre aussi au niveau des mesures de mitigation vont faire en sorte qu'on va garder un niveau, comme actuellement, là, de transit très, très minimal au niveau du quartier au sud de Laurier. Merci beaucoup, Youssef. C'est très complet comme réponse. On a ensuite une question qui concerne la plateforme elle-même. On a vu la plateforme gazonnée dans la vidéo, dans les images qu'on a présentées. Donc, on a Monsieur Frédéric Paul qui nous demande comment on va parvenir à maintenir ce type de gazon-là le long de la plateforme avec tout ce qui est déneigement, l'utilisation d'abrasifs. Il y avait également une deuxième question qui concernait les arbres qui ont été présentés dans les vidéos. Donc, monsieur se demandait à peu près, approximativement, quel âge pouvaient avoir ces arbres-là, autant dans les images que dans la vidéo. Donc, pour répondre en partie à cette question, j'inviterai Laurie à nous répondre concernant le déneigement là, de la plateforme sur Laurier.
je vais prendre la première partie, le déneigement, puis je crois que mon collègue Étienne va pouvoir poursuivre pour les plantations plus spécifiquement. Donc, le déneigement, en fait, de la plateforme, là, pour les chutes de neige régulières, le simple passage fréquent du tramway est suffisant pour déneiger la plateforme. Lorsqu'il va y avoir une accumulation importante de neige sur la plateforme, en fait, l'aménagement du boulevard Laurier et en fait l'aménagement des voies de tramway, des plateformes gazonnées prévoit toujours une banquette de part et d'autre. Dans ce cas-ci, on l'a vu sur les images, on vient planter cette banquette-là avec un alignement d'arbres. Mais cette banquette-là a aussi une utilité là, pour venir stocker la neige pendant les chutes importantes. Donc, il y a un véhicule, une rame de tramway qui est aménagée pour pouvoir pousser la neige dans cette banquette-là. Et la neige là, va demeurer à cet endroit-là, dans le fond, pour la saison estivale en entier. Donc, c'est pas un déneigement qui se fait en synchronisation avec le déneigement du boulevard Laurier nécessairement. On a l'espace pour stocker la neige là, avec cette banquette-là qui est suffisamment large de part et d'autre. Merci, Laurie. Pour ce qui concerne la maturité des arbres, l'âge des arbres, il y aurait Étienne Saint-Pierre qui pourrait répondre à cette question. Oh, je crois que le micro est fermé. Oui, excusez. Pour la dimension des arbres qu'on voit sur la vidéo, effectivement, ils ont quelques années de croissance. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la banquette qui est placée entre la plateforme et les voies de circulation, c'est une banquette qui est large, qui va avoir de gros volumes de sol. Puis ce que ça permet, ça, c'est d'avoir une meilleure croissance des arbres. C'est moins limitatif en eau et plus d'éléments nutritifs. Ça facilite aussi, nous autres, l'entretien qu'on a à faire en termes d'irrigation, puis tout l'entretien des arbres et l'élagage. Les arbres devraient avoir une bonne croissance dans ce milieu-là, malgré la grande artère qui est créée, puis le grand corridor devant. Merci beaucoup, Étienne. On a ensuite une question là, du côté des déplacements piétons. Est-ce que la traverse Place Laurier, Place de la Cité sera améliorée car il y a énormément de personnes qui vont y passer? Donc, je ne sais pas de mon côté. Laurie. Oui, Youssef. Je vois Youssef qui ouvre la caméra. Parfait, excellent. Donc, je vais laisser Youssef répondre. Oui. Donc, normalement, ce qu'on avait prévu, puis ce qu'on avait exigé, c'est que toutes les traverses piétonnes, que ce soit depuis le pôle d'échange, donc la nouvelle qu'on ajoute, aller jusqu'à Robert Bourassa, ils vont être améliorés. Comment ils vont être améliorés? Par deux éléments. Le premier, c'est que le petit boulevard Laurier, il va disparaître. Donc actuellement, une des difficultés qu'on a, c'est que le monde doit traverser le petit boulevard Laurier, puis après ça, traverser le boulevard Laurier. Avec tout le réaménagement qu'on fait, les usagers vont devoir traverser d'une manière conventionnelle. C'est-à-dire, ils vont traverser un seul boulevard et non un boulevard plus une rue parallèle à ça. Il y a aussi le fait de venir traverser en deux temps, ce qui permet d'augmenter les créneaux où les piétons vont pouvoir traverser avec le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Et bien sûr, il y a toutes les protections nécessaires, que ce soit les abris pour les piétons, les largeurs du trottoir, le temps qui va être donné, puis les multiples créneaux, ils vont être améliorés. Donc oui, la traverse au niveau de Place de la Cité, la traverse au niveau de la rue Sauvé, parce qu'actuellement, on sait qu'on a une problématique avec les personnes âgées. Donc oui, ils vont être améliorés parce qu'on va venir traverser en deux temps, avec un temps de traverse qui est quand même très à l'aise, avec des refuges pour piétons, avec des largeurs de traverses piétonnes qui sont assez grandes. Donc, que ce soit dans le confort, que ce soit dans le temps de traversée ou que ce soit dans les créneaux, ça va être amélioré, et ce pour toutes les traverses piétonnes à tous les carrefours. Donc, je parle du pôle d'échange, de l'église, de Jean-Dequin, Germain-des-Prés, Chul, Sauvé, Robert Bourassa, et la traverse de la SSQ ou la traverse de la Place de la Cité. Merci beaucoup, Youssef. Un peu dans la même veine, on nous demande s'il y a des passerelles qui sont prévues entre Laurier-Québec, Place de la Cité, Place Sainte-Foy. Donc, faut rappeler là, que des projets de cette envergure-là entre les propriétaires de centres commerciaux, donc c'est vraiment des projets qui seraient privés, mais je ne sais pas si, Youssef, tu veux compléter la réponse. Normalement, il y avait des plans qui sont dans les cartons des centres d'achat, comme tu viens de le dire, Étienne. C'est des projets qui appartiennent aux centres d'achat. On avait travaillé avec eux il y a une couple d'années avant la pandémie.
une possibilité d'avoir des traverses entre les trois centres d'achat avec deux concepts différents. Et étant donné que c'est des projets privés, ben nous, on va suivre l'échéancier de ces centres d'achat je rappelle que la rue Bernardin-Morin est une rue privée, donc c'est une rue des centres d'achat, donc c'est eux autres qui vont le faire. Puis nous, on va venir synchroniser celui qui est entre Place Laurier et Place de la Cité. Donc oui, il y a un projet. Maintenant, quel est l'échéancier? Tout va dépendre de l'échéancier des centres d'achat, parce que les autres, ils veulent aussi avoir ces passerelles-là qui améliorent grandement le service à leurs clients, puis l'expérience client qui vient au centre d'achat. Merci, Youssef. Je te garderai peut-être pour la prochaine question également qui concerne l'avenue Charles-Huot. Donc, on nous demande si l'accès va toujours être maintenu vers Charles-Huot à partir de Robert Bourassa. Oui, effectivement. Donc, je disais tantôt que le petit boulevard Laurier ou le petit Laurier va disparaître, mais en partie. Donc, précision, ça va être en partie. Tout ce qui est à l'ouest de Robert Bourassa, il va disparaître, mais le petit Laurier qui est à l'est de Robert Bourassa, donc, va demeurer. Alors, tout le monde qui arrive de Robert Bourassa ou qui sort de Charles-Huot vont pouvoir prendre, comme actuellement, la petite branche parallèle au boulevard Laurier pour aller vers Robert Bourassa ou provenir de Robert Bourassa ou de Laurier, puis s'en aller vers l'est pour accéder au quartier. Donc, tout ce qui est à l'est de Robert Bourassa, donc le petit Laurier va demeurer accessible. Puis juste une parenthèse, tout ce qu'on a prévu comme mesure d'atténuation actuellement sur l'avenue Charles-Huot, on va continuer avec les mesures temporaires en attendant que le projet final s'en vienne. Donc, tout ce qu'on avait pensé pour minimiser les vitesses, le transit, il va être maintenu, mais l'accessibilité va demeurer comme actuellement. Donc, on peut sortir en empruntant Petit Laurier pour aller vers Robert Bourassa ou l'inverse pour rentrer au quartier. Merci beaucoup, Youssef. Donc, je vois qu'il y a plusieurs questions là, qui ont déjà été répondues lors des interventions précédentes. On nous demande là, une question concernant les arbres. Donc, quelle sera la hauteur des arbres plantés? Donc, j'inviterai peut-être Étienne Saint-Pierre à répondre à la question. Oui. Pour les arbres plantés, c'est sûr que les exigences qu'on a, nous, c'est en termes de dimension de tronc à hauteur du sol, mais pour les hauteurs, chez les feuillus, ça varie de 2 à 3,5 mètres, voire peut-être 4 mètres, tout dépendant des espèces. Puis pour les conifères, c'est de 1,5 mètres à 2,5 mètres de hauteur. Merci beaucoup, Étienne. On a ensuite une autre question concernant les travaux. Donc, où sera déplacée la circulation de Laurier pendant les travaux? Donc, là, il faut distinguer les travaux préparatoires qui débutent cette année et les grands travaux du tramway là, qui vont débuter plus tard. Donc, pour répondre à la question, je ne sais pas si Youssef, tu pourrais répondre à la question. Ce qu'on s'attend, sur quoi on va travailler, même que ce soit avec les clauses de circulation, les policiers qui vont être en place, le centre de gestion de la mobilité intelligente ou tous les outils, c'est de venir faire déplacer la circulation sur le boulevard Hochelaga. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on a commencé il y a 2 ans l'augmentation de la capacité de boulevard Hochelaga pour ajouter une voie par direction. Alors, les automobilistes, c'est une question de temps de parcours. Le boulevard Hochelaga, il amène vers les ponts où c'est la sortie des ponts le matin. Et l'option, c'est principalement le boulevard Hochelaga. Les années précédentes, le boulevard Hochelaga était saturé parce qu'on avait 2 voies par direction, mais c'était à sa capacité. Donc, ce qu'on vient couper comme voie actuellement sur Laurier, Charles l'a dit tantôt, on a 3 voies par direction par tronçon, mais en grande majorité 2 voies. On vient les transférer vers Hochelaga où on a une voie supplémentaire qui est capable d'accueillir ces voies-là. Si on a des déplacements, nous, normalement, on a prévu à une bonne période la présence policière, etc. Donc, on va essayer d'amener le monde si on a des virages vers le nord. Sinon, on va suivre la situation. Puis s'il y a des mesures d'atténuation temporaire qu'on peut mettre avec des cônes oranges ou quelque chose pour limiter l'accès à la partie sud, à ce moment-là, on le fera au fur et à mesure.
Merci beaucoup, Youssef. Je rappelle également, là, autant pour les travaux préparatoires que pour les grands travaux du tramway, donc on maintient des voies de circulation sur le boulevard Laurier. Donc, il y a plusieurs voies qui vont être accessibles et on utilise là, le boulevard Hochelaga pour utiliser les 2 voies complémentaires pour assurer la fluidité dans le secteur. Donc, on nous demande des questions là, par rapport à des images là, qui auraient été diffusées concernant avec des plans techniques là, détaillés avec les largeurs de voies et tout ça, pour mieux comprendre comment 3 voies d'auto peuvent s'insérer. Je ne sais pas si un de mes collègues peut m'aider à répondre à la question. Peut-être d'abord préciser un peu là, comment on peut insérer tout ça. Donc, on l'a déjà mentionné tout à l'heure. Donc, le petit boulevard Laurier va disparaître. Donc, on utilise cette voie-là. Mais il y a aussi des acquisitions de bandes de terrain qui sont faites de part et d'autre du tramway pour permettre l'insertion complète. Pour ce qui est des plans eux-mêmes, c'est certain qu'il y a des dossiers d'acquisition en cours, donc ce qui rend un peu plus difficile la possibilité de montrer les plans détaillés qui montrent les parties qui sont acquises, qui sont discutées directement avec les propriétaires. Je ne sais pas s'il y a un de mes collègues là, qui veut compléter la réponse. Donc, je vais poursuivre. Donc, on nous demande donc, si ce ne serait pas plus simple de permettre les virages à gauche. Donc, il y a plusieurs endroits dans le monde là, qui permettent le virage à gauche. Donc, est-ce qu'il y a un de mes collègues qui pourrait y répondre? Oui, donc Youssef. Oui, il y a quelques endroits dans le monde qui ont permis les virages à gauche. Par contre, lorsqu'on a rencontré du monde qui ont déjà exploité le tramway, une des principales raisons, c'est des raisons de sécurité. Parce qu'on le sait, on conduit tous en majorité à Québec, puis on voit comment le monde, par exemple, au lieu de ralentir au feu jaune, il accélère. Et ces mouvements-là de virage à gauche avec un mouvement qui arrive dans ton angle mort est une des raisons principales pour des accidents. Donc, oui, il y a une raison de performance, mais il y a une principale raison de sécurité qui vient justifier les interdictions de virage à gauche. Puis, cette interdiction de virage à gauche, surtout pour le boulevard Laurier, ça va permettre, c'était pas ça la raison, mais c'est un des coûts bénéfices qu'on voit après, c'est de venir fluidifier le boulevard Laurier parce qu'on minimise les conflits. Donc, le fait de fluidifier le boulevard Laurier va amener normalement à une baisse de la tentation de faire du transit parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est toute une question de temps de parcours. Si les gens restent sur Laurier parce qu'ils ont un meilleur temps de parcours, ils ont moins de conflits, ben, ils ne seront pas tentés de faire du transit. Donc, la principale raison, je conclue avec ça, c'est vraiment pour des raisons de sécurité. Et les gens ailleurs, oui, le permettent, mais après ça, ils commencent à l'interdire parce qu'il y a des accidents avec l'angle mort, puis le fait que le monde il essaie d'accélérer sur la jaune et ne respecte pas, puis il y a des accidents à 90 qui se produisent. Merci beaucoup, Youssef. Il y a une question qui concerne Jean Dequin. On l'a abordé tout à l'heure, mais on pourrait peut-être le rappeler. Dans le fond, au carrefour avec Jean Dequin, donc on nous demande comment la circulation va être possible. Donc, simplement rappeler là, que en direction ouest lorsqu'on circule sur le boulevard Laurier. Donc, ça va être possible de tourner à gauche pour rejoindre Jean Dequin. Donc, l'objectif, là, c'est vraiment d'assurer l'accès à l'urgence du CHUL. Donc, au sud de Jean Dequin, ça va être possible de faire le virage à gauche ou à partir de Hochelaga, de traverser le boulevard Laurier pour accéder à Jean Dequin. Donc, on a une question concernant le taux de vibration pour les résidents de chaque côté de la plateforme. Laurie, je t'inviterai à y répondre. Dans le fond, il y avait une autre question aussi sur l'acoustique. Je vais répondre aux deux en même temps. C'est à peu près la même procédure. Dans le fond, lorsqu'on est venu implanter le projet, on s'est doté de cibles, vraiment au niveau de l'insertion. Ce qu'on constate, c'est dans un peu plus de 95% des cas d'insertion, l'acoustique, le niveau sonore ambiant est moins élevé avec l'arrivée du tramway que la situation actuelle.
Dans certains cas, il y a des augmentations au niveau de l'acoustique et il y a des aménagements qui devront être prévus par le partenaire privé lors de la réalisation si il y a des seuils qui sont atteints là, au niveau de l'acoustique. Donc, ça, c'est vraiment au niveau du volet plus acoustique. Ça a été, il y a des relevés qui ont été faits et le partenaire privé infrastructure qui sera en charge de la construction du projet va devoir démontrer qu'il atteint ces cibles-là lors de la conception, lors de la construction et dans le temps aussi, il va y avoir des comptes à rendre là, pour s'assurer que c'est maintenu dans le temps, cette atteinte-là. Pour le volet vibratoire, il y a également eu des relevés qui ont été faits en début de projet. Il n'y a pas d'impact pour les usages réguliers, si on peut dire, donc habitation, pour les immeubles où il y a des impacts là, qui sont plus considérables, en fait, c'est vraiment des usages sensibles des hôpitaux, des salles de spectacle, des studios d'enregistrement. Donc ça, c'est vraiment des bâtiments pour lesquels il va y avoir des études qui vont devoir être faites spécifiquement. Et si il y a des impacts, il y aura des mesures de mitigation à mettre en place à ce moment-là. Merci beaucoup, Laurie. Il y a M. Lafrance qui nous demande si les voies sur Laurier durant les travaux, ce sera 2 voies automobiles ou une voie automobile avec une voie réservée d'autobus. Donc, je ne sais pas si un de mes collègues, Youssef, pourrait y répondre. Non, ça serait 2 voies pour les véhicules. Depuis tantôt, on a dit qu'on fait en sorte qu'on essaye d'éviter le transit, etc. Donc, les voies qu'on va supprimer, c'est les voies d'autobus. Par contre, tous les arrêts et les lignes d'autobus vont demeurer sur le boulevard Laurier, mais on va garder 2 voies par direction pour tous les véhicules, que ce soit les véhicules ou les autobus, mais il n'y aura pas de voie réservée pour les autobus et taxis pendant la phase des travaux préparatoires. Merci, Youssef. On a ensuite une question concernant le sentier qui longe le boisé de l'Université Laval. Laurie, si tu pouvais y répondre. Donc, la personne demande s'il va disparaître ou pense qu'il va disparaître. Non, il ne disparaîtra pas. En fait, je l'ai mentionné, Charles aussi, il y a des travaux préparatoires qui sont prévus, là, des RTU qui sont prévus au nord du boulevard Laurier. Donc, on vient vraiment implanter des nouveaux massifs en souterrain. Il va y avoir un impact ponctuel, mais on prévoit la reconstruction là, de cet équipement-là. Donc, il n'y a pas de souci là, à ce niveau-là. On va maintenir le sentier là, au nord de Laurier face au site de l'Université Laval. Merci, merci Laurie. Ensuite, on a une question concernant le complexe Éclat, donc qui est au coin de la rue Sauvé et le boulevard Laurier. Donc, il y a plus de 500 personnes qui habitent là depuis environ 4 ans. On nous parle des passages piétons pour traverser, se rendre vers Place Sainte-Foy. Donc, quelles solutions sont prévues pour toutes ces personnes, pour ces déplacements-là? Donc, on a parlé tout à l'heure des traverses piétonnes, mais on pourrait peut-être revenir sur le sujet spécifiquement dans ce secteur-là. Youssef? Comme je le disais tantôt, un des principaux problèmes actuellement de cette résidence-là, oui, il y a le cheminement, puis là, pour arriver à Laurier, puis celui-là est dans nos dossiers. Mais le principal problème, c'est la double traverse actuellement qu'il y a pour traverser le Petit Laurier à la hauteur de Sauvé avec tous les manœuvres qui se donnent, et après ça, traverser le boulevard Laurier. Avec l'attraction du tramway, le petit boulevard Laurier va disparaître, donc on va avoir des trottoirs qui vont être plus larges, des refuges pour piétons, puis on va pouvoir traverser en 2 temps, comme je le disais tantôt, avec une traverse qui est quand même assez large et avec un créneau qui est beaucoup plus fréquent. Alors, ce qui veut dire que ces personnes âgées-là, ils vont avoir une traverse améliorée au niveau de Place Sauvée, plutôt de la rue Sauvée. Que ce soit, comme je l'ai dit tantôt, au niveau du temps de traverse, au niveau de la largeur du traverse, au niveau de la largeur des trottoirs ou des refuges. Alors, le problème qu'on a actuellement avec le Petit Laurier, il va disparaître avec le futur aménagement. Merci, Youssef. Le temps de piéton, excuse-moi Étienne, juste une précision, le temps de piéton va être calculé en fonction qu'il y a des personnes âgées, des personnes vulnérables à cette traverse-là, puis aux traverses qui sont adjacentes. Merci beaucoup, Youssef. Pendant qu'on est sur le sujet de la rue Sauvé, on a parfois des questions là, par rapport au terre-plein qui est existant actuellement. Donc, s'il va être maintenu une fois que le tramway sera en fonction.
Est-ce que tu aurais des réponses à nous donner à ce sujet-là? Le terre-plein qui est sur la rue Sauvé est un terre-plein qui a été aménagé pour mesure d'atténuation. Si on parle au sud de Boulevard Laurier, donc c'est une mesure qu'on avait convenue pour limiter le transit. Donc, a priori, je dis a priori, il va être maintenu pour limiter le transit. Depuis tantôt, il y a pas mal de résidents du quartier qui ont soulevé leur inquiétude par rapport à ça. Donc, on va le maintenir du moins pendant les premières années, premiers mois. Puis si on voit que ce terre-plein-là n'a plus raison d'être, ben rien n'empêche de l'enlever. Mais a priori, il va demeurer parce que c'est une mesure qui permet d'éviter qu'il y ait de transit dans le quartier. Pendant les travaux préparatoires, par contre, il se pourrait qu'une partie du terre-plein soit enlevée pour la faisabilité des travaux. On passe entre autres, quand on va attaquer la rue Jean-Dequin pour aider à la sortie de l'hôpital, ça se peut que le terre-plein au niveau de la rue Lapointe soit temporairement enlevé pour que les automobilistes soient capables de sortir du CHUL et remonter, sauver vers Laurier. Mais c'est vraiment des mesures temporaire le temps des travaux. Une fois que les travaux vont être complétés sur la rue Jean-Dequin et sauvés, leur terre-plein va être reconstruit à son état actuel. Donc, ça va vraiment être temporairement si le terre-plein est enlevé au courant de l'année. Merci beaucoup, Charles, pour la précision. On a ensuite une bonne question là, concernant la fonctionnalité du tramway. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un tramway qui tombe en panne? Donc, est-ce que j'ai des collègues qui pourraient m'aider à répondre à la question? Je vais peut-être tenter une réponse. Je ne suis pas l'experte de ces mesures-là qui sont prévues, mais il y a différents types de pannes, dans le fond. Puis, il faudrait vraiment peut-être demander à notre collègue Martin Côté d'élaborer avec les différentes approches en cas de panne. Mais dans le fond, c'est évidemment les rames qui vont devoir être dégagées là, de la plateforme pour pouvoir maintenir le service là, en tout temps. Donc, ça va dépendre des types de panne. C'est difficile à répondre comme question comme ça. Là. Mais s'il y en a rien, on peut retirer la rame dans tous les cas. Spécifiquement, de quelle manière, quel type de véhicule, là, je ne pourrais pas vous répondre malheureusement aujourd'hui. Par contre, Étienne, je peux peut-être faire du pouce parce qu'il y a une autre question qui est similaire par rapport au possible conflit. Dans le fond, s'il y avait des piétons qui circulent là, sur la rame, comment le conducteur va les aviser. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une conduite à vue. Là. On n'est pas avec un mode automatisé de conduite. Donc, il y a tout le temps un conducteur qui va pouvoir freiner, ajuster la conduite en fonction là, de l'environnement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Là. C'est vraiment comme un véhicule autobus dans un sens où on contrôle le véhicule et on peut s'adapter aux obstacles qui pourraient survenir en tout temps. Merci beaucoup, Laurie. Puis peut-être en complément, rappeler là, pour que le long des rames, il y a des systèmes d'aiguillage, là, comme on voit là, souvent sur les voies ferrées pour faire dévier le tramway vers une voie différente, ce qui permet certaines manœuvres là, pour maintenir le service s'il y a des pannes. On a maintenant une question concernant les parcours 800-801. Donc, M. Belrose qui dit, est-ce que j'ai bien vu que les circuits 800-801 seront déviés sur 4 Bourgeois? Donc, on a des collègues du RTC qui sont avec nous aujourd'hui qui pourraient peut-être y répondre. Simplement rappeler, là, donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, donc il n'y aura plus d'autobus qui vont circuler le long du boulevard Laurier. Donc, j'inviterai M. Olivier Pignac-Robitaille du RTC à nous préciser une réponse. Oui, bien, c'est ça. En fait, là, je ne sais pas si c'était pour les travaux préparatoires là, qui vont se situer là, dans les 12 prochains mois. Donc, si c'est pour les travaux préparatoires, on va continuer de circuler sur 4 Bourgeois et en fait le tracé actuel, là, et on va continuer de passer sur le boulevard Laurier. Sur Laurier. Oui. Ben, c'est ça, 4 Bourgeois et Laurier là, par la route de l'église. Pour ce qui est des travaux de mitigation, donc de plus 12 mois jusqu'à l'arrivée du tramway, ben là, il y a une stratégie qu'on est en train de développer, qu'on va communiquer prochainement. Mais le but, c'est d'être le plus proche du réseau actuel, là, en fait, des tracés actuels. C'est sûr qu'il va y avoir des changements, peut-être plus dans l'est de la ville et possiblement aussi à 4 Bourgeois. Par contre, pour ce qui est une fois que le tramway va être là, ben on ne fera pas, là, on roulera pas en parallèle au tramway, donc il n'y aura pas de 800-801 sur Laurier et il n'y a pas de métrobus prévu sur 4 Bourgeois proprement dit parce que ça va être en parallèle avec
avec le tramway. Par contre, ben, il va y avoir le 807. Là, il y a eu une annonce qui a été faite comme quoi le 807 allait être dévié un petit peu. Donc, à partir de la rue de Villers ou de Villers, mais là, c'est vraiment plus là, au niveau de l'Université Laval. Là, oui, on va passer sur 4 bourgeois. Donc, je ne sais pas si ça répond bien, mais il n'y aura pas de 800-801 sur 4 bourgeois. Merci beaucoup, Olivier. Donc, on a ensuite des questions là, concernant les travaux, nos travaux préparatoires, donc autant la phase 1 que la phase 2. Combien d'interruptions de service, que ce soit en termes de nombre ou de durée, pour ce qui est de l'électricité, de l'eau, télécommunications. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à des bris de service durant les travaux qu'on fait cette année? Si un bris de service, c'est vraiment un bris inattendu, involontaire, il n'y a aucun arrêt de service qui est prévu. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait à date pour cette année? C'est vraiment la reconstruction du réseau de Bell. Pour ceux qui ne seraient pas trop au courant, la plupart des réseaux de télécommunications dans la ville de Québec appartiennent à Bell et tous les télécommunicateurs utilisent les conduits de Bell pour déployer leur réseau, que ce soit Vidéotron, Rogers, TELUS, Zayo ou n'importe quel autre que j'aurais pas nommé. Fait que c'est certain qu'en ce moment, on fait des conduits civils pour du nouveau réseau. On construit des nouvelles conduites, des nouveaux puits d'accès. À la fin des travaux en 2023, là, chacun des télécommunicateurs va se mobiliser pour déployer du nouveau câble. Et le déploiement du nouveau câble, ça va prendre à peu près 1 à 2 ans. Ça se peut qu'une fois que le changement de signal va être fait au niveau des différents câbles, que là, il y a une interruption de service. Mais ça, c'est géré directement avec vos fournisseurs de services s'il y a un impact ou quoi que ce soit. Ce n'est pas la Ville de Québec qui gère cette partie-là, c'est directement Bell, Vidéotron et les autres télécommunicateurs. Excellent, merci beaucoup, Charles. On a ensuite une question là, concernant l'aménagement. Donc, on n'est pas directement là, sur le long du boulevard Laurier, mais on est tout près. Si la Ville prévoit un passage public entre le bâtiment de l'Éclat et le nouveau bâtiment MU pour accéder à pied ou à vélo au boulevard Laurier et à Bernardin-Morin. Donc, un passage là, qui est prévu entre les deux bâtiments. Donc, est-ce que j'aurais un collègue là, un ou une collègue qui pourrait y répondre? Donc, Mme Pauline Guillaumard, qui est au service de la planification et de l'aménagement. Oui, tout à fait. En fait, un lien cyclo-piétonnier est prévu entre la rue Lapointe et le boulevard Laurier. Donc, entre les deux grands complexes là, de Éclat et MU. Ça fait partie des 14 projets qui vont être réalisés au courant de l'année 2022 qui ont été annoncés aujourd'hui pour les projets du cadre de la vision de la mobilité active. Donc, c'est un sentier multifonctionnel. Il va y avoir un passage pour les piétons, pour les cyclistes. Ça va être aussi aménagé de sorte à ce que ce soit entretenu 4 saisons, fait que déneigeable. Et c'est pas mal ça. Ça va vraiment permettre une meilleure circulation de nord-sud pour les piétons et les cyclistes dans le secteur. Excellent. Merci beaucoup, Pauline. On a ensuite une question concernant les arbres. S'il y a suffisamment d'arbres dans les pépiniéristes pour répondre aux besoins de la ville avec toutes les plantations qui sont prévues, le ratio de 20:1. Donc, Étienne Saint-Pierre, je t'inviterai à y répondre. Excellent. Il n'y a rien qui nous dit pour le moment que les fournisseurs sont en rupture de stock. Il y a vraiment un dialogue constant qui est fait avec eux, là, puis ils s'adaptent aussi à la forte demande que toutes les autres villes amènent. Puis la Ville de Québec a des rencontres fréquentes avec ses fournisseurs pour l'informer des différents taux de plantation et des quantités d'arbres espérées à travers les années. Fait que pour le moment, il n'y a rien qui nous donne un signal comme de quoi qu'il va y avoir une baisse de la disponibilité des arbres chez nos fournisseurs. Merci beaucoup, Étienne. On a ensuite une question là, du côté de la circulation. Donc, on nous dit qu'il y a beaucoup de circulation pour ce qui est de l'accès aux édifices de la SSQ, à l'INES, donc les grands employeurs du secteur qui peuvent passer par les secteurs résidentiels. Donc, pour y répondre, j'inviterai Youssef Déby à y répondre. L'accès au grand stationnement de la SSQ va être maintenu parce qu'il est face au boulevard Robert Bourassa. Donc, normalement, cet accès-là, il va demeurer.
Une des autres raisons pourquoi les gens de la SSQ ils transitent sur les rues du quartier au sud, c'est parce qu'ils ont la possibilité de le faire en empruntant le Petit Laurier jusqu'à la rue Sauvé. En faisant disparaître ce tronçon-là du boulevard du Petit Laurier, cette possibilité-là va disparaître. Donc, les gens qui sortent de la SSQ, ils vont sortir directement sur Laurier, soit en face du boulevard Robert Bourassa. Donc, à ce moment-là, ici, on ira soit vers le nord ou faisant un virage à gauche pour aller vers les ponts, ou bien ils vont sortir sur le boulevard Laurier, tourner à droite, puis il tournera à gauche pour le boulevard Laurier. S'ils vont aller plus loin sur le Petit Laurier pour descendre Charles-Huot, ben à ce moment-là, ils vont descendre jusqu'à Saint-Louis, puis c'est une immense perte de temps, donc j'imagine pas qu'ils vont le faire. Alors, soit qu'ils vont passer par Robert Bourassa, soit qu'ils vont faire un virage à droite à Laurier, puis tourner à gauche sur Robert Bourassa et revenir par Hochelaga pour aller vers les ponts. Merci beaucoup, Youssef. On a une autre question qui concerne la circulation. On nous demande là, à combien estimez-vous la baisse de circulation sur Laurier pendant les travaux et une fois que le tramway sera opérationnel? Donc, si on prévoit un déplacement du trafic de Laurier vers Hochelaga. À peu près, là, si on prend les virages à gauche actuellement, là, c'est entre 3 à 500 véhicules à l'heure de pointe, dépendamment si on est le matin ou le soir, en enlevant tous les virages à gauche qu'on va envoyer vers le boulevard Hochelaga. Et ça, je parle à la fin des travaux, après les travaux. Les mouvements qui dépendent vers le centre-ville ou vice-versa, ils vont demeurer. Pourquoi? Parce que la capacité du boulevard Laurier va être maintenue, voire même augmenter dépendamment des sens de circulation. Donc, normalement, c'est tous les mouvements de virage à gauche, comme je le disais, entre 3 à 500 à l'heure, qui vont être déplacés vers le boulevard Hochelaga. Durant les travaux préparatoires, donc c'est à peu près entre 8 à 900 véhicules, toute direction confondue, qu'on risque de déplacer sur le boulevard Hochelaga, parce qu'on a à peu près entre 5 à 600 véhicules par voie de direction. Donc, en enlevant les portions de voies et les virages à gauche, c'est à peu près 8 à 900 qu'on va déplacer vers le boulevard Hochelaga. C'est avec une certaine marge parce que ça reste quand même des estimations, mais qu'on a quand même une bonne confiance sur ces estimations-là. Merci beaucoup, Youssef. Il y a plusieurs questions là, qui ont déjà été répondues précédemment, notamment concernant Jean Dequin, rue Sauvé. On nous demande s'il va y avoir un grand stationnement à l'entrée du boulevard Laurier pour les gens qui arrivent de la rive sud. Donc, on peut, j'imagine, un stationnement incitatif, donc un parc-au-bus. Laurie, est-ce que tu pourrais répondre à la question? Oui, dans le fond, les parcs-au-bus sont planifiés de manière générale à l'extérieur des pôles des centres urbains pour vraiment venir prioriser là, un changement modal en banlieue et non pas à l'endroit où il y a déjà de la congestion. Donc, non, il n'y a pas de parc-au-bus planifié là, dans le secteur Laurier pour cette raison. Puis, dans le fond, dans le cadre du projet de tramway, on a un parc-au-bus qui est prévu au secteur Legendre, pour faire comprendre un petit peu la réflexion. Donc, on intercepte le plus possible les gens en amont des centres pour éviter d'ajouter des véhicules au secteur qui sont déjà congestionnés. Je ne sais pas si mon collègue du RTC souhaitait bonifier cette amorce de réponse. Ben non, en fait, c'est sûr que nous, on planifie les parcs-au-bus plus en fonction là, de la périphérie nord. Je sais qu'il va y avoir une bonne connexion par rapport à la clientèle là, de la ST Lévis. Par contre, je pense que les parcs-au-bus vont être plus en direction sud. Il n'y a pas rien, en tout cas, à ma connaissance, là, de prévu pour les utilisateurs de voitures qui vont traverser de la rive sud pour se rendre là, directement sur la rive nord. Merci beaucoup, Olivier et Laurie. Maintenant, si on revient aux travaux ou aux infrastructures souterraines, on demande s'il y a des services d'eau, d'égouts ou de fils, donc des infrastructures souterraines qui vont être déplacées sur le Petit Laurier, mais entre des gouverneurs et Charles-Huot. Donc,
Est-ce que j'aurais des collègues qui pourraient y répondre? Laurie? Ben, à cet endroit-là, on est à l'extérieur de notre zone principale de travaux. Donc, mis à part là, les traverses qu'on vient faire et possiblement là, vraiment à la limite de Charles-Huot, en direction ouest. Hein. Du côté est, là, on est à l'extérieur de la zone d'intervention principale du projet de tramway. Donc, spécifiquement, là, moi, je ne vois rien là, qui est prévu en ce sens là, sur le petit laurier. Là. Merci beaucoup, Laurie. Donc, on nous demande, là, une fois que les travaux préparatoires seront complétés, on comprend qu'il reste d'autres travaux pour implanter l'infrastructure du tramway. Pouvez-vous nous donner une indication des effets de ces travaux sur l'accès dans les quartiers au sud et au nord de Laurier? Donc, on parle vraiment à ce moment-là des grands travaux du tramway qui vont débuter là, à partir de l'an prochain, une fois que les travaux préparatoires là, seront terminés. Dans le fond, par rapport à ces travaux-là, ils vont être déterminés. Puis la conception, vu qu'on est dans un mode alternatif, on a une conception de référence hein, dans le cadre du projet, puis dans le cadre de l'appel de proposition. La conception finale va être réalisée par le partenaire privé infrastructure lorsqu'il sera mandaté, en fait. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment pouvoir évaluer les impacts des différentes phases des travaux du chantier, puis les impacts sur les accès, et qu'on pourra éventuellement revenir là, vers les citoyens là, pour s'assurer de coordonner le tout. Donc, actuellement, c'est un peu prématuré d'essayer de répondre à cette question-là. Ensuite, on nous dit, est-ce qu'il va y avoir des fils électriques qui propulsent le tramway? Parce qu'on ne les voit pas sur les photos. Oui, ben, je peux répondre aussi, Étienne. On les voit, oui. dans le fond, sur les images, mais ils sont très discrets. Donc, actuellement, l'alimentation électrique, là, le tramway par des fils, par des poteaux lacs, c'est l'alimentation qui nous apparaît la plus fiable pour une insertion dans un contexte hivernal comme on l'a au Québec, à Québec, en fait. Donc, ils sont présents sur les fils. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une infrastructure qui est légère, hein, puis c'est pas des fils qui sont très frappants. Dans la plupart des cas, on mutualise évidemment les poteaux pour éviter d'avoir vraiment une multiplication de poteaux. Donc, c'est pour ça qu'on c'est pas frappant sur les images parce que les infrastructures sont assez discrètes en tant que telles. Ici, on peut voir là, des exemples là, de fils qui sont intégrés dans des villes là, dans le cadre de projets de tramway existants. Donc, on peut voir là, ce que ça peut représenter là, vraiment en photo en termes d'images. Mais pour ce qui est de nos images de synthèse qu'on nous a présentées, on essaie le plus possible d'être fidèle à la réalité. Et habituellement, les fils là, sont toujours présents dans les images qu'on présente. Donc, on pourrait passer à une question suivante. On nous parle de l'heure du début des travaux. Donc, j'imagine l'horaire au cours de la journée. Donc, on demande si c'est possible que les camions respectent les heures de repos. Donc, rien de plus fâchant que d'entendre des camions s'installer dès 5h et 6h du matin. Donc, effectivement, on est d'accord avec vous. Donc, Charles, je t'inviterais peut-être à y répondre. Oui, c'est un sujet qu'on a eu, surtout en 2021, beaucoup de plaintes dans différents secteurs. C'est certain que pour la circulation des camions hors des heures de travail, c'est interdit et on demande d'avoir des permissions spéciales pour le faire. Certain qu'il y a certaines étapes qui n'ont pas le choix d'être faites hors des heures de circulation régulière et de nuit, comme je pense, admettons, l'installation de signalisation quand il y a des gros camions semi-trailers qui viennent débarquer des grosses glissières de béton. Ça peut se faire seulement de nuit. Mais sinon, comme on voyait des fois, mettons un camion 10 roues qui allait sur le bord de rue à 4 heures du matin puis qui restait 2 heures de temps, le moteur allumé à faire un vacarme, ça, on n'en veut plus du tout. On a peut-être des changements au niveau des réglementations au contrat pour ne plus que ça arrive. Aussi, au niveau des travaux bruyants, on nous demandait, mettons, pour l'utilisation des marteaux, des tramacs, comme on appelle communément, que ça soit seulement à partir de certaines heures dans certains secteurs. Je prends, mettons, pour Laurier
Laurier. Laurier, ça va être à partir de 9 h le matin. Donc, ça veut dire avoir, mettons, des bris avec puis la grosse vibration tôt le matin. Ça va être beaucoup plus limité en prenant ce genre de mesures-là. Il y a aussi, admettons, s'il y a des cas de génératrices ou des pompes qui sont en fonction 24 heures sur 24, les entrepreneurs vont devoir construire des abris isolants en bois pour essayer d'atténuer le bruit. Fait qu'il y a plusieurs petites méthodes d'atténuation qui vont être intégrées dans le futur dans nos travaux pour limiter le bruit. Merci, merci beaucoup, Charles. Donc, je crois que ça fait le tour de l'ensemble des questions qui ont été posées. Donc, possiblement qu'il y a des questions qui ont été répondues là, directement ou en privé si c'était vraiment un cas spécifique. Donc, ça mettrait fin à la séance de ce soir. Donc, je vous remercie d'y avoir participé. Peut-être pour le mot de la fin, j'inviterai Madame Maude Mercier-Larouche à nous glisser quelques mots en conclusion de la séance. Merci beaucoup, Étienne. Ben oui, ça a été intéressant ce soir. Beaucoup de questions. Au départ, on sentait que peut-être les gens étaient plus gênés, mais ensuite, on a vu un fort débit. Donc, c'est intéressant. C'est signe que le projet, vous avez un intérêt pour celui-ci. Un intérêt aussi à comprendre ce qui va se passer avec les travaux. Donc, ce soir, on constate là qu'on a répondu à bon nombre de questions, mais n'hésitez pas, si vous en avez qui persistent, le canal communication est toujours ouvert pour venir répondre à vos questions. Vous avez maintenant un intervenant là, au bureau de projet. Vous nous avez vu aujourd'hui. Vous connaissez notre expertise et c'est normal aussi que peu à peu, on va avancer dans ce projet-là, qu'il y ait d'autres préoccupations qui soient partagées et nous, on veut les entendre. On l'a dit, on veut ouvrir le dialogue pour aller à votre rencontre, pour faire en sorte qu'au final, vous vous appropriez le projet davantage parce que ce projet-là, je le répète, c'est un projet qui est cher à notre administration. Il est porté par la majorité des élus aussi à l'Hôtel de Ville. Donc, je salue d'ailleurs David Weiser et Anne Corriveau qui ont participé à la séance ce soir, qui vous ont écouté, entendu également. Ce sont vos élus du secteur. Donc, c'est un projet, comme je le disais, qui est grand, en fait, qui va être très porteur pour l'avenir de la mobilité à Québec, que ce soit également pour des raisons environnementales. On le sait, on veut des moyens sobres en carbone pour nous permettre d'atteindre nos cibles. Le rapport du GIEC l'a dit. On a des grands défis devant nous et puis c'est un des moyens, en fait, qui va nous permettre d'y arriver. Donc, là-dessus, je vous remercie de votre présence. Ce sera un plaisir de vous croiser dans d'autres séances. Étienne a nommé là, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines pour la suite des choses. Donc, voilà. Merci de votre présence ce soir et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci également aux experts du bureau de projet pour tout l'exercice ce soir. Je m'excuse, j'allais l'oublier, mais c'est important. Vous avez vraiment contribué au succès de cette soirée-là. Je vous en remercie grandement. Merci beaucoup, Madame Mercier-Larouche. Donc, en conclusion, on vous fait des petits rappels d'usage. Donc, la présentation va être mise sur le site Internet de la Ville, le site du tramway de Québec.info. Donc, là, autant les présentations, les visuels vont être disponibles. Donc, vous avez tous nos adresses si vous voulez nous joindre, rester informés sur le projet. On multiplie là, vraiment ce printemps là, toutes les opportunités d'aller à la rencontre des gens. Donc, la prochaine séance là, qui est prévue dans le secteur, c'est vraiment la présentation du tramway près de chez vous, dans le secteur du quartier Saint-Louis, qui est prévu ce mercredi. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'insertion du tramway, joignez-vous à nous ce mercredi. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir, de répondre à vos questions comme on l'a fait ce soir. Donc, je vous souhaite une excellente soirée en conclusion. Et merci encore une fois de vous être joints à nous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne journée à tous.